Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bonsoir aussi à ceux qui sont déjà dans le chat, je vous vois, hein. Bonsoir Romano, Nostromo, Paul et Alpha, quelques habitués, je vois, c'est très bien, vous avez vos habitudes ici, bienvenue donc pour ce 19e numéro du 9-10. Le 19e, ouais, déjà, du 9-10. Hein, si vous n'avez pas l'habitude, sachez que ce nom est un mensonge, parce que cette émission ne dure jamais 1 heure. Donc, soyez prévenus dès le départ. Si vous êtes habitués, vous savez que le 9-10, ça ressemble plus à un 9-11 qu'autre chose. Mais bon, voilà, on va passer un moment ensemble à discuter des footballs de la planète lucarne opposée. Et ce soir, eh oui, le beau maillot de l'América, Figo, c'est bien, il y en a qui ont l'œil. Je l'ai pas enlevé, je l'ai gardé, voilà. Mais c'est voilà. Il sera question d'un America avec notre invité que vous voyez juste à côté de moi, mais pas celui-ci. On n'aura pas le débat sur savoir qui est le vrai America, hein, parce que sinon on va se mettre dessus et c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc voilà, émission spéciale, vous le voyez. Je vais saluer ceux qui vont m'accompagner. Je vais commencer par celui qui va être notre invité. Honneur aux invités, Bastien Rodriguez. Salut Bastien. Salut à tout le monde. Merci pour l'invitation. Ah bah écoute, merci à toi d'être avec nous, hein. Et puis c'est cool que tu aies pu avoir un peu de temps avec la prépa, hein, qui a démarré, on va en parler dans un instant, mais c'est bien que tu aies pu avoir un peu de temps pour nous aussi, quoi. Ouais, voilà, là, on vient de démarrer le championnat il y a quelques jours. Ouais. Après-demain, deuxième journée déjà. Ah, ouais, parce que on parlera du Ouais, rythme, ça je va pense. vite. Ouais, ça, Je ça vois va Pierre vite, déjà ouais. qui commence à sourire. Il y a plein de choses à dire sur le championnat colombien. Parce que oui, il va être question de Colombie, vous l'avez deviné. Je vais saluer celui qui va m'accompagner, qui est lui aussi en Colombie, hein. Mes deux Ouais, partenaires du soir sont en Colombie, pas dans la même ville. Pierre Gerbeau, salut Pierre. ouais, salut Nico, salut à tous. Écoute, un plaisir, hein, Bastien, de te recevoir ici. Voilà, et ben écoutez, vous savez quoi, je vais vous montrer le sommaire de l'émission, même si on l'a déjà défloré un petit peu celui-ci. Le voici, ce sommaire, on va passer un moment avec Bastien Rodriguez, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est pas bien si vous ne le connaissez pas. Vous allez voir, il est analyste vidéo, il travaille en Colombie, vous avez peut-être deviné un bout sur le t-shirt, le maillot qu'il a, et vous le voyez sur la photo, il travaille pour un club que les habitués de Lucarne opposé ou du football colombien connaissent bien, Junior de Barranquilla, Barranquilla si vous êtes platense. Voilà, on va s'adapter à tous les accents. Ensuite, on passera aux news. On rendra un hommage à une légende brésilienne qui vient de faire ses adieux, un homme nommé Fred. Et puis les habitudes, les Golasso Hello et les rendez-vous ou pas. On verra. On verra en fonction de l'heure. Voilà pour le sommaire. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va saluer pardon, Piazzo qui vient d'arriver, qui nous follow. Bienvenue à toi. Je pense que je vois qui est ce monsieur. Bonsoir à toi. Installez-vous confortablement, on est parti pour le 9-10, on va donc démarrer avec l'entretien avec Bastien Rodriguez. Et donc je disais démarrer, voilà, on va commencer, je pense qu'on va commencer Pierre par là où il faut commencer. Je disais peut-être que certains le connaissent ou ont déjà entendu parler de son nom, peut-être certains ne le connaissent pas. Et on va voir avec toi, Bastien, est-ce que tu peux rapidement te présenter, on dévoilera un petit peu, on abordera un petit peu ton parcours ensuite. Mais voilà, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour les gens qui sont avec nous dans le chat ou les gens qui nous écoutent et nous écouteront dans les rediffs et dans les podcasts. Alors, Bastien Rodriguez, j'ai 31 ans et actuellement je suis analyste vidéo au club de Junior de Barranquilla en Colombie. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que je travaille en Colombie. J'ai eu la chance de travailler dans un autre club aussi, qui s'appelle l'América de Cali. J'ai eu la chance d'être champion de Colombie en 2020 avec ce club-là et de pouvoir travailler avec deux, trois coachs assez connus dans le pays. Et voilà, plus ou moins, c'est ça. J'ai fait mes études en France d'entraîneur et aussi d'analyste vidéo. Et voilà, j'ai eu la chance de continuer mon parcours ici en Colombie et d'intégrer le football professionnel colombien. Ouais, parce que tu le dis, tu as fait tes études en France, enfin forcément, enfin oui, en même temps les gens le voient, tu es jeune, très jeune. Donc t'es arrivé de France, t'as une formation en France, hein, tu as passé des diplômes en France, hein, c'est ça. Justement, comment ça t'est venu à l'idée de migrer vers la Colombie? Est-ce que en France, tu t'es dit je vais essayer de faire ma petite carrière en France ou tout de suite tu t'es dit oh, je vais aller voir ailleurs? Alors en France, j'étais éducateur, éducateur, je m'occupais aussi de l'administration
de l'école de foot, d'un club proche de Lille qui s'appelle l'Étoile Sportive Rancoise. J'étais en contrat là-bas pendant 2 ans. Il se trouve que le contrat, ben, il se terminait et ma compagne est franco-colombienne. On avait envie de voir autre chose les deux. Et voilà, le terrain d'entente, ça a été de voir ce qui se passait en Colombie, de voir si on pouvait trouver quelque chose chacun dans nos compétences. Et au bout de 3 mois, moi, j'ai vite été dans le bain parce que j'ai trouvé un contrat à l'América de Cali. Et donc ça, c'était il y a 3 ans, hein, tu nous disais. Euh, Et ouais, donc, tu avais 28 ans. Donc, tu es un Français de 28 ans qui débarque en Colombie. Et América de Cali. Enfin, je veux dire, tu choisis pas le petit club perdu au fin fond de la Colombie. Hein. L'América, c'est quelque chose quand même. Je chambrais tout à l'heure pour savoir lequel des deux Américains était le vrai, mais l'América de Cali, c'est une institution absolue en Colombie. Comment un gamin à 28 ans, un ouais. gamin français qui débarque en Colombie, arrive déjà à entrer en contact et à intéresser l'América? Alors, moi, j'ai pas forcément visé un club quand je suis arrivé. J'ai contacté tous les clubs pour voir qu'est-ce qui pouvait se faire, quelles étaient les possibilités. Et j'ai eu quelques réponses, mais la réponse la plus claire et le seul entretien que j'ai eu, c'est avec le directeur sportif de l'América, qui est maintenant ex-directeur sportif, et qui est un Espagnol. Et lui, il était en train de chercher comme ça à structurer le club, surtout sur la partie scouting et la partie analyse vidéo. Donc, on va dire que je tombais au bon endroit, au bon moment. Et j'ai passé les 3 premiers mois, octobre, novembre et décembre 2019, à travailler bénévolement pour les U20. Et après ces 3 mois d'essai, on s'était mis d'accord, hein, sur 3 mois d'essai, bien sûr. En janvier, ils m'ont proposé un contrat pour travailler avec les jeunes de là-bas et l'équipe féminine. Donc ça veut dire tout de suite que même à l'América, ils utilisent des compétences d'analyste vidéo pour les équipes de jeunes. Ils en avaient ou J'étais le ils ont premier. testé avec toi en fait? J'étais le premier. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais le premier. Et D'accord. même chez les pros, plus tard, j'étais le premier. Ouais, Ouais, parce que ça, je pense qu'on va l'aborder après. Pierre, tu as peut-être une question? ouais. Ouais, justement, tu l'as dit, tu as eu beaucoup de réponses, mais il y a combien de clubs en Colombie, vu les moyens, il y a combien de clubs qui bossent avec des analyses vidéo? Exactement, je sais pas. Je dirais qu'il y a la moitié des clubs de première division qui sont avec un analyste vidéo. Après, chaque club bosse plus ou moins de manière un peu différente. Par exemple, si je prends le club de National, Atlético Nacional, certainement le club le plus avancé par rapport à ça. Deportivo Cali sont très avancés aussi. Ils ont carrément un département, hein, ce qu'on appelle ici une secretaria técnica, qu'ils ont volé ce vocabulaire de l'Argentine. En Argentine, on utilise beaucoup ce terme, ce qui est un département d'analyse vidéo et de scouting, en gros. Et ce sont les deux seuls clubs qui ont réellement un vrai département structuré. D'autres clubs essayent petit à petit. Je sais que Cortuluá essaie de se structurer par rapport à ça. Et après, il y a aussi les analystes vidéo des staffs de l'entraîneur. Comme c'est bien différent d'être employé du club et employé dans le staff de l'entraîneur, ce qui est mon cas aujourd'hui à Junior de Barranquilla. Et là, on est très peu. Je pense qu'on est deux. Ouais, parce que là, dans ces cas-là, ça veut dire que toi, tu suis le coach en fait. Tu es dans son staff, tu es dans son équipe. Et donc, Ouais, s'il change de club, tu le suis concrètement. c'est ça. Enfin, s'il fait appel à toi. C'est ça. Ouais, bah, c'est ça. Pour reprendre, quand tu es arrivé à l'América, quand tu signes à l'América, c'était déjà Juan Cruz, le coach, enfin, Juan Cruz Real, le coach, ou c'était encore Guimaraes? C'était Guimaraes. C'était lui, mais j'ai travaillé pendant 6 mois. C'est les 6 mois où lui était là, j'ai travaillé seulement avec les jeunes. C'est quand Juan Cruz arrive en équipe première qui me fait monter avec lui. D'accord. Et donc, tu as été. Donc, en gros, tu as fait, on peut dire les choses clairement, tu as fait un stage. Un stage non rémunéré, comme on dirait en France. Le truc horrible pour tous les pigistes, mais bon, voilà. Tu as fait ton stage non rémunéré à l'América pour essayer de montrer, enfin, et puis aussi pour apporter des compétences d'analyste vidéo qu'il n'y avait pas. Donc, tu as fait des essais, entre guillemets, avec les jeunes. Donc, toi, tu es arrivé avec tes compétences. Tu es arrivé avec ton matos et tout, ou ils t'ont alloué un budget pour que tu puisses. Enfin, ça a fonctionné comment dès le départ? Tu vois ma question, je devine la réponse, hein, mais voilà, c'est pour que les gens comprennent bien que voilà, t'es pas arrivé non plus dans un fauteuil, quoi.
Non, concrètement, il y avait rien, hein. Donc, moi, j'ai peut-être eu la bonne idée de venir, quand je suis venu avec ma compagne de France, je suis venu avec mon tripode, ma caméra, j'ai un logiciel aussi sur mon ordinateur, ben, je suis équipé, quoi. Et j'ai bien fait, parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a avantagé. Mais par contre, une fois que je suis reparti, je suis reparti avec aussi. Ouais. Ouais, mais de notre côté, ça veut dire qu'en gros, c'est pas tout à fait, tu vois, on n'est pas venu mettre quelqu'un à l'essai comme ça. T'es aussi essayé, t'as été plus ou moins missionné dans le système, enfin par eux, en se disant, on va voir ce que ça peut donner, comment tu peux implémenter le système. Toi, t'arrives en te disant, bah, en gros, on t'a laissé, on t'a laissé librement faire ce que tu voulais faire, quoi. On pouvait pas te dire, non, il faut faire comme ci, comme ça. C'est toi qui es arrivé, qui a apporté des compétences et des techniques, ou des technologies, entre guillemets, et qui a mis en place la cellule, je veux dire. Ça a été un début, ouais. Ça a été un début. Là, ce qui est bien, c'est que, par exemple, en parlant de l'América de Cali, c'est que je suis parti en janvier et ils ont recruté notre analyste vidéo. Ça veut dire que, bon, il y a une continuité qui a été mise en place. Et le souci, c'est que créer un département entier d'analyse vidéo, là, ça demande du budget, réellement. Et les clubs sont pas encore prêts pour ça, mais bon, c'est un long travail, c'est un long travail et petit à petit, chacun dans nos clubs différents, on est en train de montrer aussi que on n'est pas indispensable, mais on est important et qu'on essaie de structurer les clubs, rattraper un petit peu le retard par rapport à d'autres. Je pense aux Brésiliens, aux Argentins qui sont bien plus en avance que nous. Et justement, tu parles par rapport à d'autres. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois même, on va dire français, mais surtout européen, ça a joué dans le fait qu'on te dise attention, il y a un savoir-faire parce on sait comment fonctionne l'Amérique latine, hein, ça regarde tout le temps sur l'Europe. L'Europe, c'est le modèle. C'est pas une critique, hein, voilà, c'est comme ça. Le fait que tu sois européen, qui arrive avec voilà, un savoir-faire, des diplômes et un savoir-faire, ça aide aussi. Quand tu contactes les clubs, ça te donne, je vais pas dire une légitimité, mais tu vois, un petit plus, quoi. Je veux dire, j'imagine qu'un Colombien qui leur envoie un CV pour être analyste vidéo, pas sûr qu'il regarde comme ça, quoi. Tu penses que c'est ça ou ça aide? Sincèrement, je pense que ça peut aider. Sincèrement, la formation française, que ce soit pour les entraîneurs, bon, dans le sport en général et dans le football, dans ce que je connais, ici en Colombie, on est bien vu, on est très bien vu. Mais je pense que c'est légitime aussi parce que la formation française, pour moi, a une qualité qui pourrait ne pas se retrouver dans d'autres régions du monde. Et pour ça, on est bien vu à l'étranger. Ouais, bah, de toute façon, la formation française, on le voit au nord, hein, avec la MLS, où tu regardes partout, il y a des Français absolument partout, à tous les postes, et surtout dans les postes inférieurs, enfin inférieurs, en dessous de l'entraîneur principal, dans tous les staffs techniques et même dans les divisions inférieures, il y a des Français partout, préparation physique, vidéo, scouting, etc. Donc voilà, T'es le seul en Colombie ou il y a d'autres Français? Dans le foot professionnel, oui, je suis le seul. Ouais. Je suis tout seul. Pierre? Enfin, je suis Ouais, tout seul. Seul français. Ouais. ouais. Du coup, tu as eu la chance, quand tu es à l'América, ta première saison, tu as dit que tu es champion avec l'América. C'est quand même pas rien. Surtout que ça faisait longtemps qu'ils attendaient un titre, hein. Surtout qu'ils avaient passé quelques années en D2. Tu peux nous raconter un petit peu cette saison, comment tu l'as vécu toi, comment l'ont vécu un peu les joueurs, Juan Cruz, voilà, tu peux raconter que Juan Cruz a fait Cali-Bouga à pied. Voilà, comment tu l'as vécu cette saison? Enfin, comment est-ce que, ouais, de l'intérieur, tu l'as vécu? Alors, pour contextualiser, la saison, déjà, elle démarre bizarrement, hein, parce que c'est le post-Covid, entre guillemets, euh, comment on dit ça en Ouais, français, la Confinement. pandémie. Ouais, post-confinement, les stades sont confinement. encore à huis clos, hein. C'est ça. Tout le semestre, les stades sont à huis clos, et je crois que le semestre d'après aussi. Mais donc ça, c'était déjà un petit peu particulier. Et il y avait la particularité dans mon rôle à moi, c'est que je pouvais pas non plus aller au stade pour ça. Donc j'ai tout fait à distance, que ce soit les matchs à domicile comme les matchs à l'extérieur. Moi, j'ai presque tout vécu à distance, hormis les entraînements. Donc ça, c'était un petit peu particulier. Et pour une première expérience, en plus dans un club pro, me concernant, c'était un apprentissage vitesse grand V, parce que on démarre, on n'est même pas dans les 8 premiers. Il faut aller chercher la qualification en quelques
quelques semaines finalement, parce qu'on démarre en août ou on démarre en septembre et en novembre, il faut qu'on soit qualifié pour jouer les phases finales. Et on accroche la 8e place et à partir de là, c'est un autre championnat et il y a la révélation de certains joueurs qui aujourd'hui sont à l'étranger, qui font une belle carrière, hein. Enfin, tout va super vite et petit à petit, on se rapproche et l'équipe, en finale, gagne le match aller 3-0. Et là, on se dit que oui, là, à partir de là, on se dit que oui, c'était possible. Avant, ça allait trop vite, quoi. C'était assez particulier comme aventure. En tout cas, me concernant, j'ai appris énormément de choses. Je pense qu'en 6 mois, au contact d'entraîneurs professionnels, de staff professionnel, de joueurs professionnels, une expérience que moi, j'avais jamais vécue avant. Euh, et puis, j'ai été très vite mis dans le bain parce qu'on m'a vite fait confiance et j'ai appris énormément de choses. Et ça, je peux remercier énormément le stade de m'avoir fait confiance et cet apprentissage-là, il me sert encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se dit, voilà, au bout de 6 mois, on est déjà champion de Colombie. Donc chaque semestre qui passe qu'on n'est pas champion, on se dit, c'est bizarre, quoi. Mais sacrée expérience, ouais. Sacrée expérience. Le côté que je regrette un petit peu, c'est de ne pas l'avoir vécu sur le terrain chaque week-end, Et comment tu faisais chaque match. justement dans ton boulot d'analyste? T'avais quelqu'un qui venait placer tes caméras ou tu bossais avec les images télé? Non, je bossais avec la télé et le téléphone portable. Waouh! Ouais. Bah, t'apprends vite là, oui, c'est clair. Ouais, et je vous invite, hein, juste pour la parenthèse, reprenez les images pour la finale contre Santa Fe, le Recibimiento où c'est voilà, feu d'artifice à l'extérieur du stade. C'est une ambiance vraiment incroyable, même si paradoxalement c'est à huis clos. Vous pouvez regarder, effectivement, le stade ça aurait été une furie totale, le titre, là, comme ça, dans le Pasquale rempli. Ouais, ça aurait été incroyable. Ouais, c'est même une frustration, j'imagine, non, Bastien? Parce que on a tous vu des images. Enfin, si les Et, gens qui nous écoutent n'ont pas vu d'images, je leur invite à aller chercher des Recibimiento de l'América. c'est c'est une dinguerie Ouais, absolue en général. ouais, Quel que soit le truc, hein. même l'année d'avant, ils sont champions, hein, il me semble, d'ailleurs, contre Junior, si ma mémoire est bonne. mhm. Ouais, et le Pasquale est effectivement rempli. C'est l'année juste avant, ouais. Le Pasquale est rempli. Là, c'était juste avant la pandémie. Et c'était une ambiance aussi, voilà, une ambiance assez incroyable. Ouais, non, l'ambiance là-bas, c'est quelque chose. Ah ben, quand on s'était vu à Calais, tu m'avais un peu fait ce commentaire-là en off et j'étais assez d'accord. L'América, en France, ce serait l'équivalent ouais, l'OM. Ouais. Pour tout ce qui est autour de la ville de Cali aussi. C'est une ville assez un peu alternative dans le sens euh, culturellement, c'est une ville qui a une forte une culture propre très forte hein, ici en Colombie, un petit peu comme Marseille en France. Et l'histoire du club de l'América qui est assez proche avec cette descente en D2, le passé un peu bizarre aussi, avec quelques affaires bizarres. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Et le public, pour finir, le public qui se retrouve à Cali, mais partout dans le continent, en fait. Ah oui, oui, On est partout. allé Et jouer au sud du Brésil. On a été reçu par une centaine de supporters à l'aéroport. Et la pression, tu la sens là? Bah, bon, alors, c'était différent parce que ça a vécu un peu de huis clos, mais même la pression, vous la sentez au quotidien, bossant à l'América? Tu la sens, la pression populaire Oui. enfin, sur tes épaules? Sur les miennes, pas forcément, parce que Enfin, oh, tu vois ce que je veux dire, ouais. surtout quand j'étais à l'América, j'étais employé du club et j'étais pas dans le staff, mais enfin dans le staff de l'entraîneur, j'étais dans le staff du club. Mais ouais, quand ça va bien ou quand ça va mal, il y a toujours 200, 300 personnes devant le centre d'entraînement, des feux d'artifice, quand ça va bien, c'est des chants, quand ça va mal, c'est des insultes. Mais, mais ouais, non, il y a une présence populaire assez forte, hein. Ça, c'est clair. Ouais, donc il y a une vraie pression. PSV Milovic qui est supporter des Girondins, donc d'où le commentaire dans le chat, donc je n'aime pas l'Américain. voilà. Mais
Mais moi aussi, Ouais. supporter des Girondins, je comprends le côté Marseille et le côté passionné. Euh, on a une question dans le chat pour toi, Bastien, justement. Bon, on va peut-être revenir un petit peu là-dessus, puisque tu parlais de ta formation. C'est Nostromo qui demande quels sont les prérequis, justement, pour devenir analyste vidéo. Et est-ce que tu peux considérer que ton travail, c'est un travail de fourmi? Alors les prérequis, je crois, hein. En France, je sais pas, mais ici, c'est sûr, il y en a pas. Mais, mais moi, je conseille la première chose, c'est de passer les diplômes d'entraîneur. Parce que il faut avoir le même vocabulaire, comprendre ce que veut faire l'entraîneur. Il faut savoir faire des séances, il faut savoir, pour les analyser, il faut savoir les faire. Donc, que ce soit au niveau des séances, au niveau des matchs, au niveau tout ce qui est point de vue tactique et stratégique, il faut être vraiment au point avec les entraîneurs parce que t'es censé avoir des discussions assez poussées tactiquement et stratégiquement avec l'entraîneur. Donc, si tu as pas le vocabulaire pour ça, c'est très compliqué. Et après, en France, on a la chance, parce qu'il n'y en a pas partout dans le monde, et je m'en rends compte aujourd'hui, il y a plusieurs universités qui proposent des diplômes universitaires d'analyse vidéo. C'est ce que j'ai fait moi à Lille. Et je sais qu'à mon époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était en 2018, 2019. Il y en avait un aussi à Montpellier, je crois. Et l'autre question, c'était Est-ce que tu considères que ton travail, c'est un travail de fourmi? l'analyse de vidéo dans le sens fourmi, je comprends dans le sens où il y a énormément de travail pour une petite graine de sel dans C'est le, ça. dans le truc. C'est un peu ça, ouais. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il faut pas compter ses heures. Mais, par exemple, ce que je faisais moi à l'América, c'était énormément, énormément de travail d'édition, de recherche. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai la chance d'avoir un autre analyste avec moi. On se partage les choses. Et par exemple, moi, je suis moins sur tout ce qui est pour enregistrer les matchs. C'est plus moi qui le fais. Donc, il y a des petites tâches comme ça qui sont très prenantes, qui prennent beaucoup de temps, qui aujourd'hui, je peux me défaire un petit peu, quoi, et me rapprocher un peu plus du terrain. Mais l'image de la fourmi, ouais, c'est bien trouvé. Et justement, je vois d'autres questions qui arrivent. Je vois Figo qui met un commentaire. Excellent prérequis en Amérique du Sud. Il n'y en a pas. C'est un peu ça dans pas mal de pays. Ouais, Dans ouais, certains surtout pays, en non, hein. Colombie. Mais dans quelques Non, mais en pays, il n'y en Colombie, a pas, ouais. fonctionne, ouais. Tu Ouais, disais, en Pierre? Colombie, Non, c'est. ce que je Ouais. veux dire, quand il y en a pas, il faut pas forcément un diplôme. Ouais, C'est plus celui qui a envie aussi de s'acheter les trucs parce que le club va pas le faire pour toi. Il faut d'abord que toi, tu t'achètes ton logiciel pour montrer que oui, c'est possible. Et après, peut-être que le club, il t'aidera. Mais c'est plus l'envie que le prérequis. ouais, c'est ça. Il y a Red le Rouge qui demande justement comment tu as envoyé ton CV et ta lettre de motivation. Red le Rouge est peut-être intéressé pour venir en Colombie. Attention, hein, tu as peut-être un futur concurrent. Et j'utilise beaucoup la plateforme sociale LinkedIn. J'adore l'utiliser pour me mettre en contact avec d'autres professionnels. Je trouve que c'est super efficace. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver les contacts de chaque club. Mais je trouve ça assez dingue. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre, mais je trouve ça assez dingue que tu disais, hein, Bastien, t'as contacté plein de clubs, t'as eu des réponses. Enfin, ce que je trouve dingue, c'est t'as eu des réponses. Je suis pas Oui. convaincu en envoyant les mêmes choses, en ayant des contacts en France, tu aies des réponses. Tu peux pas. Non, non, en France, tu peux pas. Enfin, ce serait très différent. Ou alors, enfin, peut-être pas pour toi, Bastien, parce que maintenant, tu es un peu plus installé dans un club pro. Mais en sortie comme ça, si tu connais pas, ça peut être très compliqué, hein. Et donc, par rapport à l'Amérique, juste après le titre, bon, Juan Cruz, il y a pas mal de turnover, hein, chez les coachs en Colombie aussi, hein, En Amérique peut-être du moins qu'au Sud. Brésil. Voilà. Et tu t'es retrouvé avec Juan Carlos Osorio, qui est quand même, bon, c'est pas n'importe qui, même sur le continent. Comment s'est fait la transition et est-ce que c'était facile? Est-ce que le profe Osorio t'a accueilli aussi bien que Juan Cruz? Et, c'est deux coachs qui se ressemblent dans l'idée footballistique.
Donc la transition sportive, on va dire footballistique, elle a été plutôt logique dans ce sens-là. Et après, dans le fonctionnement de la manière de travailler, la manière d'utiliser les ressources du club, c'est assez différent, mais c'est aussi parce que un vient de commencer d'entraîner des grands clubs et l'autre est habitué et même en signant à l'América venait de descendre de quelques niveaux. Euh, donc, dans ce sens-là, ça a été un super apprentissage pour moi aussi. Ça a été très dur de gagner sa confiance, et ce qui est normal, parce que c'est un entraîneur qui a un passé, voilà, il a participé à une Coupe du Monde avec le Mexique, ils ont fait un super parcours, plusieurs fois champion de Colombie, a entraîné au Brésil, enfin, un super parcours, s'est formé à Manchester City, plein de choses. Et ça a été très dur de gagner la confiance, mais une fois que j'ai réussi petit à petit à montrer que ben j'avais les les moyens de pouvoir l'aider, de pouvoir participer. Ça a été une expérience qui m'a énormément servi et je suis vraiment content et chanceux de l'avoir vécu. C'est un coach sur sa préparation c'est assez ouf le niveau théorique de cette personne. Euh, sur le terrain, après, on peut lui reprocher peut-être d'être un peu dur, d'être entre guillemets un peu à l'ancienne, hein, mais pas de manière péjorative. Mais il apporte des contenus qui sont assez complets et très modernes en fait. C'est très proche du football qu'on peut retrouver en Angleterre ou en Espagne ou dans les grands championnats. Et, après, voilà, moi, dans mon travail à moi, à ce moment-là, il fallait que je m'adapte. Donc, on cherche les moyens de s'adapter, surtout quand on n'a pas une structure officielle dans le club, on n'a pas un département, il faut s'adapter au coach, lui proposer des contenus. Si on voit que ça plaît pas, chercher autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'on est analyste, parce qu'il faut aussi qu'on analyse le profil de l'entraîneur et savoir qu'est-ce qu'il recherche exactement. Et bon, j'ai eu la chance aussi d'avant de le rencontrer, d'être très intéressé par ce qui, par exemple, l'école espagnole, tout ce qui est FC Barcelone, tout ça. Et lui, il est à fond sur ça. Donc, Ouais, j'ai eu la la chance périodisation d'avoir. tactique. Il travaille avec la périodisation tactique, mais aussi avec l'entraînement structuré de Paco Seirulo, qui est l'école du Barça. Et toutes ces petites connaissances, je les avais plus ou moins. Et donc, j'ai pu très vite m'adapter. Ok, on a Paul Bismuth dans le chat qui dit chapeau pour le parcours, hein. Voilà. C'est que le début, messieurs, c'est que le début. Il y a deux, trois questions, Alpha Yankee, qui te demandent s'il y a des inconvénients dans le métier. Je vais pousser un petit peu la question. Quand toi, tu arrives à l'América, tu disais il n'y avait rien, c'est toi qui fais tout. J'imagine que nos auditeurs, oui, nos auditeurs ont déjà vu des exemples en France. Moi, je me souviens très bien, par exemple, quand Canal était allé voir Galtier, époque Lille, avec ses 4 ou 5 analystes vidéo, plusieurs écrans et tout. Euh, Toi, tu as fait ça tout seul. Donc, c'est c'est quand même assez fou cette histoire-là, quand même, de se dire, bah, tu as fait tout seul ce que d'habitude font 3 4 5 personnes, quoi. Ouais, et c'est aussi ce qui te permet d'être après créatif et d'avoir enfin le, le fait d'être aujourd'hui et surtout avant à l'Amérique, être un peu seul et sans trop d'outils, ça m'a permis aussi d'être créatif. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. Je trouve qu'ici, en Colombie, les gens sont super créatifs par rapport à ça parce qu'ils se laissent pas démonter par le fait que c'est pas possible. Donc, moi, en tant que Français, j'ai dû apprendre à réagir et à réfléchir comme ça. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé comme professionnel cette manière qui se retrouve dans la société ici en Colombie de pas se laisser aller, de trouver la solution. Par exemple, je te dis un exemple, on voulait retransmettre les images de l'entraînement en direct sur le terrain. Je te laisse imaginer la chaleur qu'il y a sur un terrain d'entraînement. Ça monte très vite à 30 degrés à 9 heures du matin. Il n'y a pas de tribune, il n'y a pas d'installation électrique et il n'y a pas non plus une petite voiturette pour le faire. Donc,
on a cherché, on est arrivé à faire un petit cadre avec une télé qu'on a accrochée, un câble USB jusqu'à mon ordinateur qui était sur une tour en haut, et le tout recouvert. Et bon, on pouvait l'utiliser que les jours où il y avait un petit peu d'ombre, mais on y arrivait. Tu parlais d'adaptation tout à l'heure, hein, justement. En fait, c'est l'adaptation au quotidien. C'est le moindre, tu es obligé de te réinventer tous les jours, concrètement. Oui, ouais, en gros, on va dire que c'est ça, mais c'est ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans ce contexte-là, en sachant que après au niveau des gens qui m'entourent, les autres professionnels, c'est des professionnels je te parle des entraîneurs, des préparateurs physiques, des médecins, enfin, tous les gens avec qui j'ai eu des rapports professionnels, c'est le même niveau qu'on pourrait retrouver en France, ça c'est pas un Ouais. souci. Mais c'est sur les infrastructures et les outils qu'on nous donne. Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens qui viennent nous demander, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les lives qu'on fait, si on pouvait comparer. La première chose qu'on se dit, c'est le contexte n'est pas le même. Donc ne comparez pas, ne cherchez pas à... Les gens ont tous, ont tous plus ou moins le même niveau de professionnalisme, ils ont juste pas les mêmes moyens pour travailler et ça change tout. Red le Rouge Ouais. demande justement, par rapport, tu parles des personnes qui t'entourent, des professionnels qui t'entourent et notamment des entraîneurs. Red le Rouge demande justement, comment ça fonctionne avec les entraîneurs? Est-ce qu'ils te donnent des consignes de choses ou c'est toujours toi qui proposes? Comment ça fonctionne? J'imagine que quand tu dois convaincre par exemple Osorio, c'est à toi de faire tes preuves pour gagner sa confiance. Et après, une fois que tu l'as, c'est lui qui va c'est un travail main dans la main, il va te dire tiens, il faudrait qu'on regarde ce côté-là, ou comment ça fonctionne? Comme il n'y a pas il y a pas de cadre officiel, c'est un petit peu, comme je disais, à s'adapter au coach. Donc, tout dépend de l'entraîneur avec qui tu travailles. Là, j'ai passé 8 mois à l'Amérique avec Juanco Real et 6 mois avec lui à Junior. Donc, ça fait un peu plus d'1 an que je travaille avec lui. Autant dire que là, c'est une routine de travail. C'est une méthodologie qu'on a bien calée. Tous les jours, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On sait qu'il y a quelques jours où il y a des exceptions, pardon, et on va montrer une vidéo qu'on n'aurait peut-être pas montré la semaine suivante ou la semaine d'avant. Mais généralement, là, il y a une routine qui s'est installée, une méthodologie de travail qui est très claire. Avec Juan Carlos Osorio, avec qui j'ai travaillé 6 mois à l'América, ça a été différent parce que quand il est arrivé au club, il comptait pas forcément sur un analyste vidéo. Moi, qui aime bien aussi, bah, je voulais vraiment participer, je voulais travailler avec lui, parce que c'est un grand nom, donc je voulais pas passer à côté de ça. J'ai peut-être été un peu lourd, mais tous les entraînements, j'avais quelque chose à lui dire. J'ai insisté, et je comprenais que au début, ça rentrait pas parce que c'est normal, il faut gagner la confiance des gens. Petit à petit, il m'a donné des choses à faire, en plus de la routine que moi je m'étais créée moi-même et qui lui allait bien. Ouais, donc voilà, et vous voyez, on revient Ouais. dans cela, on parlait tout à l'heure, on entendait dans le chat sur comment convaincre et tout, voilà, c'est l'école de l'obstination, l'Amérique latine, l'Amérique latine, je pense. Piazza Ouais, nous dit que c'est une juste, sacrée belle expérience. ouais, Vas-y, juste Nico, Pierre. tu parlais du vocabulaire technique. Je me souviens qu'avec Osorio, il y a une conférence de presse notamment où il est là, il parle, il dit il faut qu'on soit plus efficace dans la zona 14. C'était bien ça, ouais. Si je me souviens, c'était quand même, voilà, effectivement, quand tu parles de vocabulaire spécifique, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose en l'air, hein. C'est vraiment, voilà, tu travaillais bien par zone, il te donnait il disait, voilà, il faudrait qu'on travaille dans telle zone du terrain et il les nommait, quoi. C'était pas pour juste pour, entre guillemets, pour se la raconter ou quoi. C'était vraiment quelque chose de très, très poussé avec Osorio. Ouais, théoriquement, c'est quelqu'un de très poussé, de très poussé. Il y a pas mal de choses que j'ai appris avec lui, mais c'est ça aussi, faut savoir apprendre et réutiliser rapidement. Mais c'est ce qui est bien dans ce travail-là. Moi, j'ai une formation d'entraîneur, donc vous imaginez bien que mon objectif, c'est aussi d'être entraîneur. Et en étant analyste vidéo, en travaillant avec ce type de personnes, ça me fait une formation accélérée aussi par rapport à ça. Et avec des coachs. Parce que Ronco Real también est un entraîneur qui est très préparé pour le haut niveau. J'apprends tous les jours énormément de choses et c'est fascinant. Ouais, Ouais, ce qui est d'ailleurs, je te coupe 2 secondes, Pierre, ce que je trouve hyper surprenant,
voilà, tu l'as rappelé aussi, le parcours d'Osorio. Je pense que les gens qui nous écoutent, qui sont habitués à l'Amérique du Sud ou même l'Amérique latine, hein, enfin, ou même pas, on l'a vu avec le Mexique à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a beaucoup de Mexicains qui l'ont un peu pourri, mais qui aujourd'hui le regrettent beaucoup. Surtout par rapport à ce que tu vois, ce que fait le Mexique aujourd'hui. Mais je ferme la parenthèse, hein. C'est pas parce que j'ai le maillot de l'Américain mexicain que je vais commencer à mettre des bâches sur les Mexicains. Mais justement, ce que je trouve super surprenant, c'est qu'un entraîneur avec un tel souci du détail, aussi pointu, voilà, c'est le mot que je cherchais, aussi pointu qu'Osorio, n'est pas dans son staff d'analyste vidéo. Je trouve ça incroyable. Et j'ai cru qu'on, bon, il m'a bien dit qu'au Mexique, il avait travaillé avec, au Mexique, ils ont un département entier d'analystes vidéo. Donc, forcément, il n'en avait pas besoin. Et après, c'est quelqu'un qui a déjà cette capacité-là d'analyse. Et comme je disais, c'est aussi quelqu'un qui a sa méthodologie propre et qui la défend et qui la protège. Donc, pour rentrer dans son staff, je pense qu'il Ouais. faut plusieurs années de travail avec lui. Ça peut paraître surprenant, mais après lui seul, il a déjà montré qu'il avait la capacité de travailler sans analyse vidéo. On n'est pas indispensable non plus. C'est juste qu'on aide à la prise de décision et à faire baisser la marge d'erreur de chaque décision. Mais il y a encore beaucoup d'entraîneurs qui travaillent sans analyse vidéo et avec qui ça leur va très bien. Ouais. Pierre? Et pourquoi ça l'a pas fait question un petit peu con. T'es pas obligé de répondre, mais pourquoi ça l'a pas fait avec l'América de Zorio? Bonne question parce qu'il y avait tout, il y avait tous les ingrédients. Après, impossible, j'ai pas la réponse parce que C'est la faute et si je l'avais, je la dirais avec plaisir, mais ça peut être plein de choses, le contexte du club, les joueurs qui comprenaient pas le forcément. contexte le contexte de l'Amérique latine aussi, qui fait qu'il faut des résultats très vite. Encore plus en club. Encore plus en club. Et si je prends l'exemple de Millonarios, qui peut-être n'a pas encore gagné de titre depuis qu'ils sont avec Gamero. Ça fait quand même 2 ans qu'il est là-bas, c'est 2 ans et demi. C'est énorme pour la Colombie, c'est énorme. Mais on le voit sur le jeu, on le voit sur le jeu. Sincèrement et le plus objectivement possible, je pense qu'il mérite de gagner le dernier semestre. Mais ça, c'est pas tous les clubs qui te le permettent non plus. Et chaque semestre, c'est une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau à reconstruire. C'est assez compliqué, mais après, au niveau des joueurs, je pense pas que c'était de l'incompréhension parce que j'ai pas encore, je me suis pas remis à regarder tous les matchs qu'on a fait de ce semestre-là, mais il y avait quand même de bonnes choses tactiquement. Il y avait de bonnes choses au niveau surtout de la structure. On essaie de travailler un petit peu comme le faisait Guardiola la même année, parce que c'est un exemple pour Osorio, son exemple, c'est ce que fait Guardiola. On peut pas comparer Manchester City et América, mais on avait des choses intéressantes, je pense, et pourquoi ça a pas marché? Franchement, c'est ultra complexe à répondre, je sais pas. Ouais, juste, t'étais déjà en Colombie quand Juan Malilo il a dirigé l'Atlético Nacional? Non, OK, parce que c'était, non, enfin, non, pour le coup, moi, enfin, j'étais là et c'est vraiment quelque chose aussi de cette, bah, tu le vois, il était d'ailleurs l'adjoint, hein, de Guardiola à City. C'est quelque chose de très, très marquant et ça enfin, je pense, à mon avis, c'est pour ça que ça marchait pas parce qu'il essayait de reproduire du Guardiola, mais avec les joueurs de l'Atlético Nacional. Donc, En fait, ouais, c'est tu avais l'inverse, pas Lilo. forcément le C'est l'inverse, Lilo, parce que c'est lui le théoricien par rapport à Guardiola. c'est lui le théoricien, mais il essayait vraiment de reproduire du Guardiola, mais c'était très scolaire, mais avec des joueurs de l'Atlético Nacional et surtout des jeunes qui n'avaient pas cette culture et pas ce QI foot, avec tout le respect que j'ai. Mais si tu, enfin, voilà, tu peux pas demander de faire du De Bruyne à un joueur qui n'est pas Kevin De Bruyne, quoi. Enfin, voilà. Donc je sais pas si pour Osorio c'était un peu la même chose, si tu l'as vécu comme ça. je pense que ça vient pas forcément des joueurs, mais plus de la formation. Je prends l'exemple de la France que je connais. Même dans les clubs amateurs, on réfléchit sur quel type de jeu on doit proposer. Est-ce qu'on doit proposer plusieurs types de jeux? Est-ce que tel joueur à tel âge doit jouer plusieurs postes? Enfin, plein de choses qui aident à la réflexion du joueur. On est vachement dans ça, même dans les clubs amateurs. Et je parle de niveau district, hein. C'est le niveau dans lequel j'étais avant l'Amérique. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé ça en Colombie. Je pense pas que ce soit uniquement la faute des formateurs. Je pense que c'est aussi la faute de la structure des choses. Parce que, un exemple, en U15, celui qui va gagner le championnat régional, c'est l'entraîneur qui va diriger la sélection régionale pendant
pendant le tournoi interrégional. Donc il y a ce côté, il faut gagner à tout prix, qui n'aide pas du tout à la formation parce que à cet âge-là, l'erreur elle est nécessaire et perdre parfois tu perds en essayant de former, mais au moins en donnant des outils pour réfléchir aux joueurs, en essayant d'améliorer cet entraînement cognitif, ce savoir tactique. Et je ne l'ai pas retrouvé encore ici. Peut-être qu'il y a des clubs qui travaillent comme ça, mais moi, je ne l'ai pas encore eu. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu sacrifies la formation du jeune parce que l'entraîneur, par exemple, chez les U15, bah, concrètement, pour dire les choses, joue son CV, quoi. C'est ça. Ouais. Après, le travail chez les jeunes en Colombie, on pourrait en parler aussi. Il y a des équipes, y compris pro, comme Bucaramanga, par exemple, qui a fait sauter son équipe de jeunes pour des raisons financières. Ça, c'est un autre problème. Mais du coup, tu peux Mais c'est un raconter. problème qui va être lié parce que. Ouais. Non, Non, vas-y, je disais, vas-y. c'est un problème qui va être lié parce que nous, on travaille avec des joueurs qui arrivent en équipe première à 20 ans, 21 ans, mais qui sont pas encore formés. Et s'ils sont compétitifs, si physiquement ils sont super bien armés, techniquement ici, on est certainement dans un pays où il y a le plus de talent peut-être dans le monde entier. Enfin, c'est un pays qui est reconnu pour son talent pur. Et mais malheureusement, après, tu dois expliquer que quand on a le ballon, ben, on joue en amplitude et quand on n'a pas le ballon, on resserre. Et là, c'est problématique Alors ça, c'est intéressant ce que à tu cet dis. âge-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, il y a moins d'un mois, hein, j'étais au tournoi Révélo. Pour Hello, on a suivi le tournoi Révélo. Il y avait la Colombie et justement, cette notion-là, cette notion de culture tactique, de sens du placement, je vais presque dire d'intelligence, chez les U20 colombiens, tu l'as pas. Alors il y a des joueurs qui sont très très bons, hein, techniquement. Bon, moi j'ai adoré Manioma. Enfin, il y a des gamins qui sont déjà, tu le disais, hein, formés. Il y en a, enfin, Cabeza devant. Voilà, faut le bouger le garçon. Hein. Il est prêt. Hein, il a 20 ans, il est Ouais, 19 ans. Hein, il est prêt le garçon. Mais 19 voilà, ans. Ouais. ce que tu expliquais à l'instant sur comment on se comporte quand on a la balle, comment on se comporte quand on l'a pas. Tu voyais très clairement que la Colombie ne savait pas. Ouais. Bon, je pense pas que ce soit uniquement colombien, hein, mais Non. c'est le fruit d'un travail qui est pas fait peut-être avant. Hein. D'ailleurs, vous allez en récupérer à Junior. Je pense à Puerta notamment, qui était à Barranquilla Football Club. Et on sait qu'il y a un petit lien entre les deux, entre Junior et Barranquilla Football Club. Et Vous allez en récupérer ou pas? Puerta, il est à Bogota, non? C'est celui de Bogota que tu me parlais. Bogota, ouais, mais il y en avait. Mais C'était. on a Vélez et Cantillo. Ouais, voilà. Vélez. Et, ouais, quand ils vont monter avec vous à Junior ou pas? Ce semestre, il reste à Barranquilla. J'explique peut-être pour les gens. Ouais, vas-y. Barranquilla, c'est la filiale de Junior. Et c'est deux clubs différents, mais on a un accord entre les deux. Et les joueurs peuvent passer de l'un à l'autre, mais pas, comment dire, pas durant une saison. Une fois que le championnat a démarré, le joueur termine le semestre avec son équipe. Et concernant ces deux joueurs, ils vont rester à Barranquilla. Il leur manque encore quelques matchs. Par exemple, là, nous, je sais pas si tu l'as référencié, Esparagosa, Ouais, bien sûr. il a passé 3 4 ans avec le Barranquilla avant de pouvoir monter. Et aujourd'hui, on voit qu'il est prêt. Ah ouais, ouais, Sparagossa, enfin, pour la parenthèse, c'était vraiment une belle promesse hein, du premier semestre à Junior. C'est un jeune, effectivement, que Juan Cruz a lancé avec Junior et, euh, et qui s'en est très, très bien sorti dans le premier semestre et qu'on reverra certainement dans le deuxième semestre. Ouais. Mais concrètement, tout ce Et que. Ouais, vas-y. il a 100 matchs en deuxième division, hein. Une centaine de matchs en deuxième division. Ce qui n'est pas le cas de Vélez et de Cantillo. Ouais. Et en fait, ça correspond avec tout ce que tu disais. Après, c'est aussi intéressant par rapport à tous les amateurs de scoutisme ou qui veulent envoyer. Concrètement, on voit, et on le voit avec Luis Diaz, par exemple, qui est arrivé plus tard en Europe en termes d'âge. C'est-à-dire que tu vois, là où on va chercher des Argentins de 20 ans, Luis Diaz est arrivé en Europe plus tard. Concrètement, si on veut un Colombien un petit peu plus mature, un club a plus intérêt à aller viser un garçon de 22-23 ans plutôt que d'aller chercher un gamin de 18-19, quoi. Ben, il y a aussi ce problème en Colombie, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de championnat de réserve. Donc, nous, on a la chance d'avoir une réserve. On est les seuls à avoir un club filial comme ça qui joue en deuxième division, ce qui nous donne un avantage et on peut se permettre de garder des joueurs, à les faire jouer en deuxième division et après qui vont éclore à 20 ans, 21 ans en première division. Mais il y a beaucoup de joueurs entre la U20 et l'équipe professionnelle qui se perdent parce qu'ils n'ont pas la maturité encore, mais
Mais on sait très bien que peut-être on a perdu un Valbuena, on a perdu un Ribéry, on a perdu ce type de joueurs qui ont besoin de plus de temps pour éclore. Ouais, parce qu'ils ont rien pour justement continuer à pouvoir travailler. C'est ça, entre la U20 et l'équipe professionnelle, il n'y a rien. Sauf à Junior de Barranquilla, où on a la chance d'avoir cette succursale, ce club filial. Mais sinon, oui, j'ai vu plusieurs joueurs vont arriver en fin de U20. Ils ont 21 ans, ils n'ont pas encore le niveau de l'équipe première. Et malheureusement, c'est terminé pour eux. Il faut trouver un club et quand t'as pas de minutes, c'est impossible de te vendre correctement, quoi. Ouais, c'est chaud. Et d'ailleurs, là, tu le disais, enfin, pour le coup, il y en a un de Barranquilla Football Club qui part direct en Europe et son nom vous dira certainement quelque chose. C'est le frère de Luis Diaz, hein, que j'aurais bien, Ouais, à titre je sais pas. personnel, j'aurais bien aimé qu'il grandisse un peu à Barranquilla et Junior comme son frère, mais Porto, on a décidé autrement. Je sais pas, ça a été signé, j'ai pas suivi encore si ça a été Ah, signé. moi, il est parti. Moi, Mais ouais, d'après ce que je sais, il est parti au Portugal, hein. Il a fait visite médicale et ils vont le reprêter dans leur club filière Porto. Mais ouais, c'est un joueur qui a 17 ans, qui doit avoir peut-être moins de 30 matchs en deuxième division. Pour nous, c'était pas un joueur qui était prêt encore pour la première division colombienne. Surtout que nous, on peut pas se permettre non plus de faire trop d'extravagance, puisque chaque semestre, on joue le titre et il faut qu'on soit sûr des joueurs qu'on va faire monter. Mais ouais, je pense que c'est particulier aussi. Ça se fait très peu hein, de partir directement. Il y a le nom, hein, peut-être. Et c'est Ouais. un joueur talentueux, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais je pense que le nom a peut-être un petit peu aidé et l'entourage. Mais de partir à 17 ans sans jouer en première division, c'est très Ouais. très rare. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça risque d'être compliqué, effectivement. Mais bon, après, on verra. Mais tu vois, il n'est pas prêt non plus pour le Portugal. Ils vont tout de suite le prêter. Il va finir sa formation au Portugal. Donc C'est voilà. ça, c'est ça. et en termes d'infrastructure, tu peux expliquer ce que c'est Junior par rapport à l'América parce que Ouais, parce que, pour attends, je te coupe 2 secondes. On précise pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, Bastien est à Junior. Il est parti du côté de Barranquilla. Tu as suivi le coach, hein, là, pour le coup. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'est ça. Donc là, on n'est plus Ouais. à l'América. On est à Junior. Voilà. c'est le club le plus riche du pays. On est le club, je pense, le plus riche, je sais pas, mais le club qui propose, économiquement parlant, les meilleurs moyens. Pas forcément le mieux structuré, parce que je pense qu'il y a un club comme National qui est peut-être un petit peu mieux structuré, avec le temps qui a réussi à se structurer un petit peu mieux. Mais un club très ambitieux, pas forcément non plus le plus titré de l'histoire de Colombie, mais qui depuis les années 70 a pour objectif de gagner chaque semestre. Et quand je dis les 70, c'est l'achat du club par la famille Char, qui est une des familles les plus riches parce qu'on est sur la côte caribéenne, des familles les plus riches de la côte, et qui dirige le club depuis les années 70 et qui met les moyens pour gagner chaque semestre. Donc, certainement que ça parlera aux gens qui écoutent. J'ai eu la chance de travailler avec Miguel Borja. Faire une comparaison, Miguel Borja, il a signé aujourd'hui à River, River ouais. Plate et je suis pas sûr que River, ils ont dû faire un gros effort pour pouvoir le payer de la même manière qu'ici. Donc c'est un club qui a, Ouais, surtout surtout quand avec le contexte actuel. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Déjà, le fait qu'ils arrivent à le signer au final, fais attention parce que tu parles à un supporter de River. Mais, non, mais déjà, quand tu vois à quel point ça a été compliqué d'arriver à le faire signer, Borja, avec tous les aspects économiques, et je parle pas de négociation avec le club et tout, mais voilà, à arriver à dégager de l'argent, quand tu vois comment ils galèrent pour, avec ils vont perdre, c'est ce qui se dit, hein, ils ont perdu à peu près la moitié de la valeur du transfert de Julian Alvarez à City, ce qui est une dinguerie absolue hein, quand on y réfléchit, à cause des contraintes économiques qui pèsent sur l'Argentine. Oui, je suis pas sûr qu'ils arrivent à lui offrir le même salaire. Il lui offre bon un autre contexte, on va dire, hein, mais voilà. Mais Junior, par Ouais, c'est exemple, ça peut s'aligner sur du brésilien parce que Borja, vous êtes allé le chercher au Brésil, non, c'est ça? Ouais, à sur certains. Palmeiras. Le truc, c'est que Borja, c'est un supporter de Junior et c'était important pour le club de le faire signer. Mais non, après, le club peut-être est capable, mais ne va pas le faire chaque semestre, ce genre d'opération. D'ailleurs, sans trahir de secret, pour parler des moyens financiers
de junior. Son remplaçant était déjà, et tu as dû le croiser ce matin, il me semble, le remplaçant de Borja. C'est pas encore le remplaçant parce qu'il n'y a rien qui est officiel, mais ouais, j'ai pu le croiser Voilà, au bac. on va dire que c'est un neuf qui a gagné l'Europa League en Europe. Et Voilà, qui, bon, après on a des moyens, mais faut pas oublier que le plus important, c'est aussi la structure, les outils qu'on te met, parce qu'on peut te donner le meilleur ordinateur du monde. Si t'as pas d'énergie, si t'as pas d'électricité, ça marche pas non plus. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie de mettre en place sur le recrutement qu'on a fait cette saison, ce semestre, puisque le semestre dernier, c'est vrai que le club a mis le paquet, mais nous, on n'a pas choisi les joueurs le semestre dernier. Ce semestre-ci, on a beaucoup plus participé. On essaye aussi de faire en fonction du modèle de jeu qui est le nôtre, de plein de choses. Mais concrètement, travailler en junior, c'est difficile de se plaindre des conditions de travail ici. Ça serait mal vu de faire ça par rapport aux autres clubs colombiens. Et par rapport au Ouais. recrutement, tu disais, on a choisi un peu plus les joueurs. Tu dis on, ça veut dire que tu es aussi consulté dans les profils de joueurs? On va dire que c'est moi qui fais le premier filtre. Toute l'année, on travaille, on analyse tous les adversaires. Alors, notre méthodologie de travail, je pense, qui est un peu unique. Je m'avance peut-être un petit peu en disant ça. En Colombie, du moins, c'est on étudie absolument tous les matchs du championnat. On les voit tous, on les regarde tous. Je suis pas tout seul pour le coup. Là, les deux adjoints qui font partie du staff m'aident, l'analyste vidéo du club m'aide. On a quelqu'un à distance qui travaille avec nous, qui nous aide aussi. Donc on est 5. On se regarde deux matchs chacun pour chaque chaque journée. Et à partir de là, on a une base de données aussi des joueurs adverses au niveau de l'étude tactique, mais aussi au niveau du scouting. Ce qui fait qu'on a des joueurs qui, selon nous, correspondent à ce qu'on recherche. Et après, par exemple, sur ce semestre, moi, j'ai pu faire un filtre déjà sur 60 joueurs du championnat colombien qui, pour moi, répondent à ce qu'on recherche comme type de joueur. À partir de là, il faut commencer un travail de scouting. À partir de là, il faut savoir est-ce que le joueur est disponible, faire peut-être une étude un peu plus approfondie du joueur, regarder un petit peu sa vie à côté du football grâce aux réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de choses qui font que, et à partir de là, je travaille aussi avec des agents qui me proposent des joueurs que moi, j'ai pas forcément dans ma base de données. C'est surtout des joueurs qui viennent d'autres pays. Et à partir de là, je commence à proposer pour les postes qu'on recherche. Ah ouais, donc tu es carrément sur une méthode de travail bielciste là. Vous êtes, vous analysez tout, toutes les équipes, tous les joueurs, vous les connaissez tous à la fin, au final quoi. Ouais, et quand je dis que par exemple Osorio est très proche de la méthodologie de Guardiola, Juan Cruz, lui, il est très proche de ce que fait Bielsa. C'est ce que j'allais dire, Juan Cruz, c'est un bielciste, pour ceux qui veulent avoir une idée de qui est Juan Cruz Real, l'entraîneur de Junior. C'est un bielciste, pur et dur. Enfin, en tout cas, Ouais, ouais. dans sa manière de fonctionner, clairement. Et ça Et, rejaillit, tu disais, toi tu es le premier filtre, vous scoutez à ton échelle, c'est un pré-scouting ce que tu fais, puisque tu as ce premier filtre de sélection. Et justement, quand on parle de Bielsa, on parle aussi de cette capacité à faire ce qu'on appelle à tisser une toile partout dans le pays pour scouter tout ce qui bouge. C'est quelque chose qui commence à se faire du côté, ou qui se fait, ou qui s'est fait, ou qui se poursuit du côté de Junior, ou ça fait partie des projets? Et du côté de Junior, alors ça, c'est un sujet intéressant, c'est qu'en Colombie, il y a très peu de clubs qui ont vraiment un département de scouting. C'est ça. Ça existe presque pas. Donc nous, on travaille, nous comme staff, on est 5, on travaille pour nous avant tout. Donc par exemple, la base de données que moi j'ai, c'est la base de données du staff. Elle appartient pas forcément au club. On l'utilise pour notre travail d'aujourd'hui. Qui est dans ce club-là. Mais on n'a pas ce travail que je fais comme tu dis, de pré-scouting, ça devrait être le travail d'un département de scouting, mais qui n'existe pas. Donc c'est à nous de le faire et chaque semestre on le met à jour et chaque semestre comme ça on a plus ou moins une base de données de ce qui pourrait nous servir comme type de profil ou pas. Et pour parler des départements de scouting, c'est très, par exemple, à l'América comme à Junior, pour recruter des jeunes, c'est sur base d'appels. En gros, il y a une journée porte ouverte et ils peuvent venir entre 1000 et 3000 jeunes
sur une semaine. Et à partir de là, se fait des observations à laquelle moi, j'ai participé une fois, tout début à l'América, mais après, j'ai plus participé parce que j'étais dans l'équipe pro et que ça faisait pas partie de mon travail. Mais en gros, les entraîneurs eux-mêmes décident de qui est apte à rentrer ou pas. Mais en gros, sur 1500, je crois, cette année à Barranquilla, sur 1500 joueurs qui sont venus sur ces portes ouvertes-là, il y en a 2 ou 3 qui ont été pris. Ça devait être la guerre sur les terrains, quoi. C'est une organisation assez ouf, mais pour ça, les Colombiens sont assez forts. C'est que il y a aucun stress, il y a, il y a rien du tout et ça marche quand même. Ah ouais, parce que tu lâches 1000 Il y a- gamins sur un centre d'entraînement d'un club pro français. C'est pas possible, ça. Ah non, non, c'est inimaginable en France, non, ça c'est clair. Mais je crois qu'un joueur comme Luis Diaz est passé par ce genre de choses parce que Luis Diaz, il vient, pour la petite histoire, Luis Diaz, il a été formé à Junior, mais il vient d'une région bien reculée qui s'appelle la Guajira, très pauvre. Et là-bas, il y a quasiment pas de football. Donc, c'est très dur, en fait, de pouvoir avoir, comme tu dis, une toile sur le pays entier quand tu sais que il y a la majorité des joueurs, parfois, ils commencent à 13, 14 ans. On a un joueur, alors il m'a raconté cette histoire, elle est géniale, qui s'appelle Carmelo Valencia. C'est un joueur assez connu, Ah, Toutou. je crois qu'il a 37, 38 ans, ex-international colombien, et là, il joue actuellement chez nous. Et lui, il vient d'une région qui s'appelle le Choco. Et c'est une région aussi très, très rurale, très pauvre. Et il m'a raconté que avant de partir à Medellín vers 15, 16 ans, il n'avait jamais joué en club. Ah ouais. Ouais, non, il y a pas de club, hein. Enfin, pour te compléter, alors ce que tu as cité, Choco et La Guajira, ce sont les 2 départements de Colombie les plus pauvres. Pour vous compléter sur Luis Diaz, il s'est fait repérer au championnat du monde, donc indigène, puisque dans La Guajira, il y a une tribu indigène qui s'appelle les Wayu Naiki. Ouais, il s'est fait repérer, il arrive à Barranquilla Football Club, il souffrait de malnutrition. Enfin, regardez les premières images de Luis Diaz à Barranquilla, c'est quelqu'un qui a souffert, ça se voit. Et Choco, pour vous donner aussi, pour compléter, c'est la jungle. Choco, c'est le département de Colombie où il pleut tous les jours. Enfin, il n'y a pas un jour sans pluie, quoi. C'est vraiment. Et donc, c'est imaginer jouer au football dans la jungle, quoi. Il fait 30-35 degrés, c'est humide, il pleut. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de club professionnel dans aucun de ces 2 départements et il y a même pas je pense qu'il n'y a même pas de ligue de football, hein. Non, il n'y a même pas il y a rien au Ouais, niveau du foot, je sais il pas. n'y a rien. Ouais, il y a Ouais, il y pas a rien. grand, c'est compliqué. Mais il y a du talent. Si, il y a du talent. Du Enfin, talent. il y a du talent. En parlant de talent, de conditions un petit peu compliquées, tu peux raconter ce que c'est de jouer et de s'entraîner quotidiennement en Barranquilla où il fait 35 degrés, humidité, t'es t'es près de la mer, donc voilà. En fait, évidemment, vous entraînez pas à 11 heures ou à 14 heures, quoi. Non, non. Il faut se lever à 4 heures du matin et être à 5 heures au club. 6h15, 6h30 maximum, être sur le terrain, à démarrer l'entraînement sur le terrain, après le travail de gymnase, et finir maximum 8h30, 9h. Parce qu'après, après, c'est très, très, très compliqué. Et jusqu'à 4 heures de l'après-midi, c'est très compliqué. Et l'humidité est très, très forte ici. Je ne saurais pas dire les pourcentages, mais sur le ressenti, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous aide, entre guillemets, quand on joue à domicile, hein. Il faut pas se le cacher non plus. Les adversaires, quand ils viennent ici, ils en souffrent énormément plus de l'humidité que de la chaleur, hein. Comme nous, par exemple, qui s'entraînons tous les jours au niveau de la mer, on souffre énormément quand on va jouer en altitude. Ça, ça se voit et c'est historique du nord de Barranquilla à Bogota ou comme la semaine dernière à Tunja. C'est très, très, très compliqué pour les organismes. Mais voilà, franchement, le travail de tout ce qui est préparateur physique par rapport à ça, je dis grand chapeau parce que c'est une adaptation que nous, on ne connaît pas en Europe, hein. Varier entre l'humidité, l'altitude, c'est plein de paramètres que moi, je ne connaissais pas avant. Ouais, ça, c'est un truc qu'on dit assez souvent aussi. J'évoquais tout à l'heure ne pas comparer parce qu'infrastructure, mais voilà. Et ça, dans plusieurs pays,
Voilà, le lundi, tu peux jouer au niveau de la mer, tranquille. Enfin, tranquille, sauf si t'es à Barranquilla, mais bon, voilà. Mais tu peux jouer au niveau de la mer. Le mercredi, on va dire le week-end, tu joues au niveau de la mer. La semaine, si tu es en Libertadores, tu peux très bien aussi te terminer à La Paz en Bolivie. Pour revenir, enfin voilà, il y a des contraintes. Et même au niveau des championnats, c'est valable dans beaucoup, beaucoup de pays. Hein, Pérou, Équateur, Colombie, un peu Chili aussi, Mexique, si on étend à l'Amérique latine. Enfin, c'est des conditions totalement dingues. Et justement, tu parlais de la préparation physique, mais comment on peut faire une préparation physique d'avant-saison pour gérer tout ça? Alors, c'est pas trop mon domaine. J'avoue que sur la prépa physique, je suis pas très calé, mais pareil, ce que j'ai pu observer, c'est une adaptation constante et les gars, ils se plaignent pas. Ils sont là à s'adapter et à faire le taf pour que les joueurs soient prêts. Si on a parlé du calendrier un petit peu tout début, qui est assez fou. Ce calendrier qu'on a eu au premier semestre, c'est un truc de ouf. Je crois qu'on est à 36 ou 38 matchs en 5 mois et 3 compétitions différentes. C'est quelque chose d'assez ouf. Plus on rajoute les déplacements, c'est pas les mêmes déplacements qu'en France, c'est pas aussi simple. Hein. On doit faire des changements d'avion, on termine en bus Bogota-Toura, ce sont 3 heures de bus en pleine montagne. C'est plein de choses qui font qui rendent les choses compliquées, mais on arrive à proposer quand même quelque chose de professionnel. Sur le terrain, les joueurs répondre aussi. Je pense que le niveau du championnat, même s'il y a plein de choses à améliorer, le niveau est assez élevé. Je pense qu'on est sur l'une des meilleures ligues du continent, en parlant aussi du continent euh, nord-américain. Donc, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est assez impressionnant, tous ces paramètres à gérer et la mentalité des gens, hein, des travailleurs ici en Colombie. Justement, enfin, je sais qu'on en avait parlé quand j'étais venu te voir à Cali, avec Adrian Ramos qui critiquait fortement le championnat. Sébastien Vieira aussi au premier semestre a un petit peu été assez virulent avec un journaliste qui lui posait la question, ah, mais vous êtes qu'en milieu, enfin, je sais plus, c'était 5e ou 6e à l'époque. Et Vieira lui avait répondu, tu connais le système du championnat, on peut terminer en premier ou 8e, après les compteurs sont remis à zéro. Comment les joueurs le perçoivent, ce système? Est-ce qu'ils n'ont pas un peu l'impression de faire trop de matchs? Ils n'ont pas l'impression d'aller trop dans les organismes? Ou au final, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs? C'est comme ça, quoi, j'ai envie de te dire. Et ils subissent. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Adrian Ramos, qui est, je pense, un référent footballistique, mais aussi un référent par rapport aux joueurs de Colombie. C'est quelqu'un qui s'est rassemblé énormément, qui se bat beaucoup pour les droits des joueurs en Colombie. Pour lui, et je le rejoins quand même assez sur ce coup, ce format-là, donc j'explique, ce sont 20 journées sur un semestre. Au bout des 20 journées, ce sont les 8 premiers qui se qualifient pour des playoffs, et à partir de là, ça recommence à zéro. Il faut terminer premier d'une des poules de 4 et jouer à nouveau une finale. Et tous ces matchs-là en aller-retour, ce qui te fait 28 matchs, 28 matchs sur un semestre. Un semestre, ça serait l'équivalent d'une demi-saison chez nous. Hein. Voilà. Et juste le Et championnat, sans Juste les. championnat, sans parler de la Ouais. coupe et des compétitions continentales. c'est ça. Pour lui, ça n'invite pas à vouloir gagner tous les matchs parce on sait que le huitième, il peut très bien se qualifier et terminer champion. C'est ce qui nous est arrivé à nous en 2020. Ça n'invite pas à cette culture de la gagne, de la compétitivité, d'être toujours vouloir être premier. C'est un peu le problème de choses. Du coup, c'est vrai qu'on retrouve souvent des comportements un petit peu après une défaite, bah, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est vrai, c'est pas si grave que ça. Mais après le mercredi, quand on va jouer en Copa Libertadores et qu'on joue contre des Brésiliens ou des Argentins qui sont habitués à avoir cette dynamique de compétition beaucoup plus corsée, c'est différent. Ouais, c'est une question qui se Ça nous pose. aide pas, quoi. C'est une question qui se pose aussi parfois au Mexique, enfin souvent au Mexique, hein, puisque c'est pareil, tu as une Liguilla et tout, et en plus ils ont étendu la Liguilla, où maintenant tu peux finir jusqu'à la 12e place, je crois. Enfin voilà, c'est pareil. Hein, cette question-là de, au final, le championnat, tu le joues par moment, justement, tu le dis, quand tu es à 3 jours d'un match de Libertadores, le championnat, tu t'en fous un peu, en fait, concrètement. Après, il y a le côté de la réclassification. Ça veut dire que si tu gagnes pas un des deux championnats, le mieux classé sur les 2 semestres Hmm. a le droit à des coupons Ouais, pour, il va euh, en pour les préliminaire. compétitions continentales.
Ouais, il va en Ouais, préliminaire de la Libertadores, le premier, mais voilà, en préliminaire, quoi. c'est la chose qui balance un petit peu et qui fait que bah, c'est quand même important. Mais effectivement, je pense que ça coûte. Je pense que le meilleur apprentissage, c'est de pouvoir jouer tous les samedis en sachant que tu peux perdre ta place et tu peux perdre beaucoup de choses au- sur le classement, sur la saison en un match, ce qui n'est pas le cas ici. Ouais. Et du coup, tu penses que c'est, enfin, parce que pour le coup, surtout ces dernières années, les résultats des clubs colombiens en compétition continentale sont très, très compliqués. Je pense, par exemple, pour vous, enfin, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie Faut pour juste cette savoir année, tirer mais les pénaltys, hein, Junior. Hein. ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais surtout par rapport à Union, où vous les recevez à Barranquilla, vous avez même un nul, vous permettez d'être premier du groupe. Et tu penses que c'est quoi, justement, c'est un manque de fraîcheur physique ou qu'est-ce qui vous a manqué ce jour-là? Ouais, bon, pour remettre le contexte, on joue la dernière journée. Je crois qu'on est premier, hein, si je me Ouais, trompe vous êtes pas. premier, mais un nul, ça vous suffisait pour passer. C'est ça. Derrière, il y a quand même, bon, Union, c'est pas très connu. De ce que j'ai pu voir cette année, ils sont en train de faire un gros championnat avec une équipe de jeunes, super intéressant. Avec un Et bon encore coach. derrière, il y a Fluminense, qui était le favori du groupe, Fluminense. Finalement, donc on joue cette petite finale en gros avec l'Union, en sachant que si on fait match nul aussi, il y a Fluminense qui, s'ils gagnent de 10 buts d'écart ou 9 buts d'écart, ils peuvent passer. Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont gagné 10-1 Ils ont contre les gagné Boliviens. 10-1, ouais. Ah ouais, 10-1, ouais. Donc nous, en plus à ce moment-là de la saison, on est bien. On a des bons résultats. Et hormis en championnat sur les deux dernières journées où on met les remplaçants et ça prend pas. Mais sincèrement, j'ai revu le match. Pour te dire la vérité, je l'ai revu 3 ou 4 fois. Je l'ai revu 3 fois entièrement parce qu'on a travaillé énormément sur ce match pour comprendre et, euh, et on comprend toujours pas. On a 70% de possession. Je crois qu'on fait une vingtaine de centres dans la surface de réparation. Je crois qu'en tout, on est à 17 tirs et eux, ils sont à 5 tirs. Ils en mettent 4. Ce que nous, on s'est dit, c'est peut-être des excuses, c'est peut-être plein de choses, mais c'est le genre de match qui arrive tous les 50 ans. Parce que on regarde encore les contre-attaques. On se prend 4 buts en gros sur 4 contre-attaques et on n'est pas en infériorité numérique. Ça veut dire qu'au départ de l'action, on est bien placé, on a les bonnes vigilances défensives. Mais après, il y a des buts, je me dis comment ça peut rentrer. Le premier but, il doit jamais rentrer. Ouais, C'est sur le ballon en un but, cloche. ouais, sur un centre qui est dévié et qui lobe le gardien et qui va toucher juste le deuxième poteau. Enfin, on se demande même si le ballon n'est pas sorti en corner. Le but de Alves, qui est un ancien joueur de Ah Junior, ouais. de 30 mètres, il en a jamais mis un comme ça avec le club. Euh, Bon, il y a plein de choses Alves. qui sont difficiles à contrôler. Le penalty qu'on rate, Borja, il arrive à ce moment-là, il a 100% de réussite sur penalty. C'est le premier et le seul qui rate de la saison. Parce que s'il le met, on égalise. Si je dis pas de bêtises dans l'ordre chronologique. Il me semble, ouais, il me semble qu'il y avait 1-0 à ce moment-là. Ouais. Voilà. Et après, sincèrement, après on se prend le troisième but, on se le prend en début de deuxième période. Et à partir de là, l'analyse pour moi, elle est complètement faussée parce on essaye de faire quelque chose et on se prend le dernier but sur une contre-attaque en fin de match. Pierre, si tu as d'autres Ouais. questions. Bah écoute, non, Non. Je c'est bon vois. pour moi. Ici, juste les objectifs Ouais, là. attends, je voulais juste terminer avec ça. Il y avait une petite question de Red le Rouge avant. Les objectifs, j'ai vu passer les questions dans le chat. Une dernière question par rapport à ton boulot d'analyste. Red le Rouge, il voudrait juste savoir si tu fais du spécifique à chaque joueur pour chaque joueur de l'équipe. Oui, si tu fais du spécifique pour chaque joueur de l'équipe. Ouais. Pour faire simple, nous, on travaille sur l'aspect collectif, on travaille sur notre jeu, on travaille sur le jeu du rival. Et sur l'aspect micro, sur l'individuel, on fait exactement la même chose sur nous-mêmes et sur les rivaux. C'est-à-dire que quand on étudie un rival, on a l'analyse globale de tous les moments de jeu du rival, que ce soit sur coup de pied arrêté, mais sur le jeu aussi, le jeu ouvert, on va dire. Et la même chose sur la partie individuelle, c'est-à-dire que tous nos joueurs reçoivent un petit un compact vidéo de l'adversaire qu'ils pourraient avoir dans la même zone de jeu. Parfois, on se trompe.
parfois on est bon, mais en gros, ils reçoivent 1 ou 2 joueurs dans la semaine, comme ça ils peuvent regarder un petit peu. Et sur notre propre jeu, effectivement, nous, on fait une analyse après les matchs de tous nos joueurs, ce qu'ils ont fait individuellement. Et il y a, soit ça se transforme après en session individuelle, soit dans tous les cas, on a un suivi individuel qui est fait tout au long de l'année. Vous avez le matos, j'imagine, les trucs GPS et tout, vous avez tout ça là? Alors là, En moi, je te plus? parlais de la partie Ouais, technico-tactique, et en plus de ça, effectivement, il y a vous la partie couplez ça. physique avec les GPS. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pas mon domaine. Bah écoute, Pierre, ouais, on peut peut-être aller ouais, sur la dernière Ouais, question, hein. les objectifs. Alors, les objectifs de Junior, on va dire, c'est faire le doublé. Sur ce deuxième semestre, vous êtes encore en course en coupe avec gros match, hein, d'ailleurs, contre l'Atlético Nacional en quart, que vous allez jouer. Du coup, c'est la semaine prochaine, l'aller, il me semble. Le 17. Le 17 et Ouais, le ouais, 20, c'est. je sais plus. Parce qu'on joue contre eux mercredi en Ouais, vous championnat et jouez en après, championnat, ouais, vous allez jouer 3 fois en l'espace de 3 semaines, quoi. Ça, c'est assez bizarre. Et donc, l'objectif, ça va être clairement coupe championnat, là, sur ce deuxième semestre. de toute façon, dans un club comme ça, on a l'obligation de devoir dire et de devoir faire en sorte de gagner le championnat. Un club comme Junior, et je pense que si on était à National ou peut-être à Millonarios, ce sont les 3 clubs qui, chaque semestre, sont dans l'obligation de gagner. Donc oui, c'est le cas. Et à titre personnel, toi, tes objectifs, que ça soit, c'est une question qui a été posée à 2 reprises, tiens d'ailleurs dans le chat, tes objectifs à court et à long terme, tu as évoqué tout à l'heure hein, l'envie de vouloir être entraîneur. J'imagine que tu l'as toujours en tête, hein, 31 ans, j'espère que tu l'as encore en tête. Mais ouais, tes objectifs à toi à court et long terme. Objectif personnel, c'est espérer pouvoir terminer cette saison et la terminer bien parce qu'on sait très bien que chaque match on est sur une chaise électrique. Donc ça c'est le côté un peu dur, mais c'est aussi l'adrénaline qu'on recherche. Donc aller au bout de cette saison et après pour les prochaines années à court ou moyen terme, j'aimerais peut-être me rapprocher un peu plus du terrain et reprendre un petit peu les sessions d'entraînement, un travail peut-être d'assistant ou d'entraîneur, mais un truc un peu plus sur le terrain, c'est ce que je recherche. Et pour ça, il faut aussi que je continue à passer mes diplômes, que ce soit ici, parce que j'ai réussi à avoir mon diplôme Comebol. Et maintenant, il faut que, que je continue soit ici avec la Comebol, soit que je continue aussi mes formations avec l'UFA. Ouais, parce que là, ça passera forcément, j'imagine, par d'abord un travail d'entraîneur adjoint. Peut-être, ou chez les jeunes, là, j'ai la chance en août je vais passer un mois avec les U15 de Junior comme entraîneur, mais sur les sessions d'entraînement, pas sur les matchs, pour reprendre un petit peu et faire une sorte de stage pratique que j'ai demandé à faire. Ok. Pierre, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi, écoute, parfait. Eh ben, écoute, comment as-tu obtenu tes formations d'entraîneur demande Nostromo. On l'avait dit tout à l'heure, hein, tu as passé tes diplômes en France. Il y a Paul Bismuth, tiens, allez, ça sera la dernière question. Tu envisages de revenir en France? Oui, pas n'importe comment. Enfin, j'espère. Ça, c'est un objectif aussi que j'ai, c'est de pouvoir rester dans le foot pro, même si c'est très dur. Après, on sait que si on quitte le circuit, c'est dur de revenir. Donc, si je reviens en France, j'espère trouver quelque chose qui me permette de rester dans le circuit professionnel. Mais oui, c'est une envie aussi par rapport à la famille, la stabilité des choses aussi. C'est quelque chose qui à un moment donné va devoir se poser comme une question qui va devoir se poser. Là, la réalité des choses, c'est que on est un petit peu au jour le jour et avec le club et c'est compliqué d'avoir les pensées bien claires sur un retour possible. Ouais. C'est compliqué encore Ouais. de l'envisager. Bah, surtout qu'en plus, pour la France, faut un réseau. Faut construire un réseau, là. Ouais. Fond Après, réseau, oui, mais je pense que avec ce que j'ai vécu ici, il y a quelques arguments, même si il reste encore beaucoup de choses, qu'on sait très bien que le niveau ici, c'est pas forcément le niveau de la Ligue 1, mais je reviendrai avec des arguments en plus que quand je suis parti. ouais, en plus, tu es originaire d'un club en Ligue 1 qui bosse plutôt bien pour le coup, même si c'est pas ton club de cœur. Voilà. Ta ville d'origine, c'est pas le pire club de Ligue 1 en matière justement de réseau, de scouting, etc. C'est un club qui sait bosser quand même, surtout sur ces Ouais, dernières années. ce qu'il a montré, ouais.
Voilà, Toulousain, on précise pour. Ils ont pour reconnu ceux qui- l'accent quand même. Ah, Je l'ai pas encore perdu. Ah, non, Ou je l'ai retrouvé. Je l'ai même retrouvé parce que on je l'avais perdu précise. quand j'étais sur l'île. ouais, mais parce que ça me surprend pas. T'as pris un peu l'accent du Nord, non, quand même pas. Non, non. Quand j'étais dans le Nord, ouais. Ah ouais? Quand j'étais dans le Nord. Je Ouais. parlais un peu comme Pierre. Hein. Voilà. Tu vois, il est sympa, il veut t'envoyer à Toulouse. Moi, je vais pas t'envoyer dans mon club de cœur parce qu'il est bientôt mort. Donc voilà. Voilà. Donc, on vit ces derniers soupirs. C'est super, c'est génial. Bref, en tout cas, je vois dans le chat, Paul, qui te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force. Et ben, c'est ce qu'on va te souhaiter Merci. aussi, Bastien. On va continuer évidemment à te suivre. On va te remercier d'avoir passé presque 7h30 avec nous, c'est énorme. Et puis, on va te souhaiter un nouveau titre, cette fois avec du public et tout, pour bien pouvoir le célébrer avec Junior. Ouais, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, pour la mise en lumière aussi de ce qu'est le football colombien, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a il y a des espaces où on puisse montrer que les Français qui travaillent à l'étranger, on essaye de faire le mieux possible et qu'on n'est pas forcément euh, on n'est pas moins que les autres, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, on est là, Avec pour plaisir. On est là défendre le pour foot ça. colombien. Le gars qui est en dessous de moi, là, à l'image, il passe son temps à rager dessus, mais il est là pour le défendre, son foot colombien. Sauf quand il se fait taper par le Chili en Copa América. Bref, voilà, c'était le dernier tacle. En tout cas, merci beaucoup, Bastien. Et puis, écoute, à très très vite, que ça soit sur Hello ou sur les lignes du palmarès de Junior de Barranquilla. Merci beaucoup, Bastien. Mais merci à vous. Ciao. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. On va enchaîner, on va passer, aux news de la semaine. Et les news de la semaine elles vont être très très féminines. On va commencer au nord. On va rester côté Amérique au pluriel et on va commencer tout au nord avant d'évoquer la Copa América. On va évoquer son équivalent nord-américaine. Alors elle n'a pas le droit de s'appeler Gold Cup féminine. Elle s'appelle CONCACAF Women's Championship, qui est comme l'Euro, comme la Copa América, qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde qui a lieu l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on est dans un été très très riche pour les filles, pour les féminines, parce qu'elles sont en train de jouer leur place pour la prochaine Coupe du Monde. Ce championship se joue au Mexique et je vous mets une photo qui illustre parfaitement la situation du football mexicain. J'en rigole, mais c'est assez triste parce que voilà, on est à une journée de la fin de la phase de groupe. Donc en gros, là, on va avoir défini qui va aller à la Coupe du Monde et qui n'ira pas concrètement, puisqu'après il y a le tour final pour savoir qui va gagner le tournoi. Je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais pas loin, parce que dans l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde, voilà. Cette compétition, je le disais, se joue au Mexique et tout simplement, le Mexique est quasiment éliminé à la veille de la dernière journée. Le Mexique était dans un groupe avec Haïti, la Jamaïque et les États-Unis. Le Mexique a perdu contre la Jamaïque, le Mexique a perdu contre Haïti et assez lourdement, 3-0, et va devoir jouer sa qualification sur un miracle, ils lui font un miracle. Sur la dernière journée, il faudra battre les États-Unis qui, elles, sont déjà qualifiées. Les États-Unis, on le rappelle, elles sont juste double championnes du monde en titre. C'est juste un petit détail. Quand on connaît en plus la lutte entre Mexique et États-Unis, on imagine que les Américaines ne vont pas faciliter la tâche. Mais surtout, la qualif potentielle du Mexique, ça serait pour le barrage intercontinental. Donc, et pour aller prendre ce barrage, il va falloir doubler la Jamaïque. Et donc, il faudrait que la Jamaïque s'incline face à Haïti, puisqu'il y a Haïti-Jamaïque, et le vainqueur de ce match-là sera directement qualifié, sauf s'il y a match nul, et dans ces cas-là, c'est Haïti. Mais si la Jamaïque s'impose, la Jamaïque ira à la Coupe du Monde, et ce sera Haïti qui sera en barrage, parce que le Mexique... Ou alors, il faut que le Mexique atomise les États-Unis, ou que Haïti prenne un carton. Enfin voilà, c'est très compliqué. C'est compliqué, donc, pour le Mexique. Dans l'autre groupe, les qualifiés, Costa Rica et Canada. Pas une surprise non plus de voir les Canadiennes. On rappelle juste qu'elles sont championnes olympiques en titre. Voilà, c'est un petit... Là aussi, c'est un petit détail, même si elles ont moins l'habitude de briller. Et le Costa Rica qui a décroché sa deuxième place en Coupe du Monde après celle de 2015. Ça sera la deuxième fois de l'histoire que le Costa Rica ira à la Coupe du Monde féminine. Je le disais, l'année prochaine, Australie et Nouvelle-Zélande.
Dernier petit point par rapport au Mexique, ça pique un petit peu de manière générale le football mexicain. C'est pas foufou chez les hommes, c'est pas foufou chez les filles. On rappelle que chez les garçons, le Mexique va co-organiser la prochaine Coupe du Monde en 2026, enfin la prochaine, une fois que le Qatar sera passé, celle de 2026. Et chez les filles, le Mexique, c'est pas encore officiel, mais le Mexique devrait être candidat à l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027. Ils ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour envoyer les dossiers. Il y a déjà plusieurs autres concurrents, voilà, des concurrents. Mais disons que voilà, tout cela dresse un panorama un petit peu inquiétant pour le Mexique. Les derniers matchs des deux groupes se jouent là, dans la foulée de cette émission. Je crois que ça démarre dans une demi-heure même. Il va falloir qu'on fasse vite, Pierre. Ça démarre dans une demi-heure. Ça, c'est pour le Nord. Donc, pardon, ouais, juste pour compléter sur le Mexique, là où c'est compliqué, c'est surtout que la Liga MX est quand même un gros championnat. Et ils ont fait venir, il y a quelques Colombiennes, notamment, on en a beaucoup parlé, parce que voilà, il y a des joueuses qui sont arrivées au Mexique, mais voilà, c'est pas rien. La Liga MX féminine, c'est pas rien. C'est un vrai championnat développé. Donc, c'est d'autant plus une surprise de voir le Mexique quasiment éliminé. Ouais, et tu fais bien de le préciser parce que pour tout dire, je l'avais mis sur mes notes, que la Liga MX était probablement le championnat le mieux organisé de la zone. Enfin, oui, si, la Liga MX fonctionne bien, la Liga MX féminine, attire du monde. Et l'autre problème, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais cette compétition-là, la CONCACAF Women Championship, est organisée au Mexique. Ça se joue à Monterrey. Donc ça pique d'autant plus. Voilà, bref, ça c'est le Nord. On va s'intéresser au Sud, on va faire un petit point justement sur le Sud. Pierre, eh bien justement, Copa América, on a joué la première journée. On en retient quoi de cette première journée? Alors, on va commencer sur le terrain. On va commencer sur le terrain. On ira voir d'autres choses juste après. Ouais, sur le terrain, pas de grande surprise, puisque dans le premier groupe, l'Équateur a largement dominé la Bolivie 6-1. Franchement, il n'y avait pas match entre les deux. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Voilà, il n'y a pas de surprise. Et la Colombie a rentré, c'était un peu poussif, vendredi soir contre le Paraguay. Ils ont globalement maîtrisé le match, mais victoire 4-2. C'était assez poussif. Enfin, l'essentiel est là quand même, mine de rien. Et dans l'autre groupe, il n'y a pas de surprise. Il y avait un Brésil-Argentine qui semblait alléchant sur le papier, mais il y a vraiment 3 mondes d'écart entre le Brésil et les autres sélections. Voilà, il n'y a pas eu de match non plus. Le Brésil a facilement disposé de l'Argentine. Et le match qui était certainement le plus ouvert, le Uruguay-Venezuela, qui a vu la victoire des Vénézuéliennes. Magnifique coup franc qu'on aura l'occasion de revoir tout à l'heure. Donc, pas de grosse surprise. La deuxième journée commence là, dans 20 minutes. Pareil, on va se dépêcher, messieurs, dames. On va se dépêcher avec un Paraguay-Chili dans le groupe A et un Colombie-Bolivie ce soir. Une deuxième victoire pour la Colombie qui pourrait rapprocher encore un petit peu plus des demi-finales. Et demain, il y a Uruguay-Brésil et j'ai perdu l'autre match, c'est Pérou. Ça doit être Pérou-Argentine, je crois. Et juste dernier petit point, tu parlais on en a déjà parlé la semaine dernière, de l'ultra-domination du Brésil. On va noter que Bia Zanerato a inscrit le 700e but de l'histoire de la Copa América féminine. Je vous mets l'illustration parce que c'est l'illustration qu'a partagée la CONMEBOL. Elle a voulu mettre le nombre de buts inscrits par chacune des sélections. Bon, elle en a oublié quelques-unes, on va pas le dire. Il en manque quelques-unes sur l'infographie. Bref, et vous voyez tout de suite, Brésil, ils ont mis 252 des 700 buts. Voilà, c'est deux fois et demi presque plus que son poursuivant direct, l'Argentine. Voilà, il n'y a pas photo possible. Non, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas photo. Et franchement, peut-être sur un match, tu te dis sur la finale, pourquoi pas si c'est Colombie-Brésil ou sur la demi. Mais sinon, ça semble très, très compliqué que cette Copa échappe encore au Brésil. Alors là, on parlait de football, Pierre. On va être obligé, malheureusement, de ne pas parler que de football. Parce qu'il y a eu une image forte en ce début de compétition et elle est venue justement des joueuses colombiennes. Exactement, ouais. Si vous n'avez pas vu, c'est pendant l'hymne national, les joueuses ont levé tout simplement, comme ça, les deux points.
Et pourquoi, me direz-vous? Voilà, tu affiches l'image, c'est mieux. Parce que juste avant le début de cette Copa América, il y a une nouvelle qui est tombée, c'est tout simplement le fait qu'il n'y aurait pas de deuxième semestre pour le foot féminin. On rappelle, le premier semestre s'est terminé au mois de juin. C'est le Deportivo Cali qui a terminé champion, il me semble. Voilà, dans une finale 100% Caleña. Et donc la nouvelle est tombée et les joueuses, juste avant le coup d'envoi contre le Paraguay, ont clairement posté une vidéo, ont clairement fait valoir leurs droits en disant bah si, nous on veut un deuxième semestre. Faut savoir que c'est pour ça que quand on dit que le foot est professionnel en Colombie, le foot féminin est professionnel, faut mettre des guillemets parce qu'elles sont professionnelles le temps du championnat, donc 3 mois. Voilà, essayer de vivre avec 3 mois de salaire sur 12 dans l'année. Et c'est surtout, il me semble avoir lu ça, que l'argument venu de la DIMAYOR était qu'elle n'avait pas justement assez d'équipes qui allaient être professionnelles. Elles en avaient que 7, je crois, un truc comme ça. Ouais. Alors, je vais expliquer ça parce que justement, au moment, en fait, faut savoir qu'on était à la cérémonie d'ouverture de cette Copa América, que dans les tribunes, il y avait évidemment Álvaro González Alzate, vice-président dont on a déjà parlé, vice-président de la Fédé. Il y avait Ramón Yesurún, dont on a déjà parlé, président de la Fédé. Et à côté de lui, il y avait évidemment Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL. Et le président Domínguez s'est retourné au moment où il a vu les joueuses faire ça. En fait, il s'est retourné vers les deux, donc vers le président et le vice-président, en disant pourquoi elles protestent. Et donc, Yesurún a expliqué la situation et Alejandro Domínguez a clairement fait pression pour qu'il y ait un deuxième semestre. En fait, il leur a dit voilà, vous débrouillez comme vous voulez. S'il faut de l'argent, vous me le dites, je vous en envoie, mais vous organisez un deuxième semestre du foot féminin. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la Fédé a plus ou moins dit ouais, mais regardez, nous, ok, on veut bien le faire, mais regardez, il n'y a pas assez d'équipes. Ils ont fait un peu en catimini. Et il y avait effectivement que 7 équipes qui étaient prêtes et qui avaient déjà aligné une équipe compétitive. Et pour la parenthèse, ce mouvement n'a clairement pas plu au vice-président de la fédération, monsieur Álvaro González Alzate, qui s'est levé et qui a insulté les joueuses, voilà, et qui a dit voilà, c'est de la faute. Il a cité 3 joueuses. Il a dit c'est de la faute de la fille d'Oscar Cordoba. Donc, il fait référence à Vanessa Cordoba, qui est effectivement une joueuse qui revient qui était au Mexique, qui était à Querétaro et qui vient de signer au Deportivo Cali pour faire la prochaine Libertadores. Il s'est adressé, il a dit la flaca que anda con ella. Donc, pour traduire, c'est un petit peu la maigre avec qui elle traîne. Je ne sais pas de qui il parlait, mais c'est en tout cas pas très agréable. Et il a parlé aussi de la sœur de Falcao. Ils ont dit, ouais, c'est à cause de ces 3 joueuses-là qui retournent le cerveau de tout le monde, etc. Il s'est clairement énervé, Álvaro González Alzate, et voilà, ça a fuité puisque… Avec un discours absolument magnifique, hein, le N-word, tout va bien. Voilà. Ouais, absolument lamentable. Et ça s'est su tout simplement parce qu'il n'a pas fait attention et qu'il y avait… évidemment, ils étaient dans les salons et qu'il y avait les serveurs. Et les serveurs se sont empêchés de laisser fuiter les infos. Donc voilà, c'était clairement un incident très très fort. Et pour mettre la petite cerise sur le gâteau, comme vous voyez le tweet de Carl Warswick, un journaliste anglais qui bosse notamment pour le Guardian et qui vit ici en Colombie, le commentateur de Winsport, Mas, qui est Javier Hernandez Bonet, El Cantante del Gol, c'est un peu Thierry Roland, c'est l'équivalent de Thierry Roland. Voilà, il est là depuis 40-50 ans. Voilà, il commentait les matchs de la sélection notamment et qui a dit tout simplement quand il a vu cette image, bravo les filles qui lèvent les bras en signe de triomphe, et ça montre qu'elles sont hyper motivées et qu'elles vont gagner cette Copa América. Donc, il est même plus à côté de la plaque, il est complètement dans la cuisine. Là. Il est à côté de la cuisine, il est dans le salon. Ah non, je vous dis, mais bon, Winsport dans la famille habite. Alors, ce qui est bien, pour le coup, on va lui reprocher
d'être à côté de ses pompes. Voilà. Ah oui, Mais oui, d'habitude, complètement. Winsport est plutôt dans la censure. On se souvient quand il y avait eu les protestations, quand il y avait eu les joueurs qui étaient en grève, quand il y avait eu les soucis. Généralement, ils montrent autre chose. Ils tournent la caméra, comme on Ouais, dit. ouais. Là, ils C'est se sont fait ça. surprendre, comme tout le monde. Voilà, on va quand même rappeler, parce qu'on avait bien insisté quand même la semaine dernière, quand on avait évoqué la Copa América, qu'on avait insisté sur le fait que la CONMEBOL, et tu l'as dit, Alejandro Dominguez a mis la pression, parce que la CONMEBOL fait pression. Pour que le football Ah oui, bien féminin sûr. se développe dans sa confédération, le fait véritablement. On l'a déjà dit, la Copa Libertadores est parfaitement organisée du côté de la CONMEBOL, diffusée gratuitement, elle a sa visibilité, et le fait qu'il n'y ait pas de second semestre chez les filles en Colombie, ça va poser aussi des problèmes par rapport à ça. Ah, clairement, et je pense il a vraiment pas goûté de la plaisanterie, le président de la CONMEBOL. Et quand on dit met pression, c'est qu'il met je pense qu'il a pris une vraie pression. Et je suis pas certain que, puisque Ramon Resouloun est vice-président de la CONMEBOL, je suis pas certain que c'est quelque chose dont il parle beaucoup et dont il se vante beaucoup quand il est en commission de la CONMEBOL, en disant regardez, nous, on a un championnat féminin qui fait 3 mois dans l'année et les joueuses sont hyper pas très bien rémunérées. Et puis en plus, le temps, les joueuses, là, puisque le championnat s'est terminé, les joueuses sont au chômage, clairement, elles n'ont pas de salaire. Donc elles bossent à côté. C'est pour ça qu'elles sont professionnelles, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Voilà, le scandale vient d'éclater à l'échelle d'une Copa América, à l'échelle donc de la CONMEBOL. Parce que si ça s'était passé sur une finale du championnat colombien, c'est facile à cacher. Là, voilà, ça a explosé au grand jour. Bravo aux filles de l'avoir fait, surtout. Bravo, parce évidemment. que là, pour le coup, voilà, elles y sont allées. J'espère qu'elles vont pas lâcher l'affaire, mais bon. Non, je pense pas. Généralement, ça lâche pas l'affaire aussi facilement. Voilà. Non, Donc, non, je connais voilà, pour le coup, je connais un peu le pédigré de rien. On l'a cité, mais Vanessa Cordoba, par exemple, est quelqu'un qui lâchera pas le morceau et qui a une aura, déjà parce que c'est une très, très, très bonne gardienne. Et voilà, elle est complètement déterminée, elle ira au bout. Et il n'y a pas de raison que les filles lâchent le morceau, ça c'est clair. Ben voilà, en tout cas, on va suivre à la suite de cette Copa América. On va voir justement tout à l'heure s'il y a d'autres gestes de la part des filles. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être une des choses à observer aussi parce que c'est un combat qu'elles doivent mener et qu'on espère elles gagneront. On le sait que dans plusieurs pays, elles mènent ces combats-là. On parlait de la Bolivie qui est très très en retard. On espère aussi un jour que les filles parviendront à se faire entendre aussi en Bolivie parce que c'est encore plus compliqué pour elles. Mais voilà, c'est très très bien qu'elles profitent de ces vitrines-là pour se faire entendre. La suite, donc, au prochain numéro, on le disait, les matchs, ça va démarrer. Vous allez pouvoir aller filer à la fin de cette émission. On va clore les news là, justement. On va pas faire 2 heures de news aujourd'hui. On a été long sur l'interview. On a pris le temps de se poser tranquillement avec Bastien. On va passer à un hommage qu'on va rendre aux joueurs de la semaine, tout simplement. Et ce joueur de la semaine, c'est Federico Chavez Guedes, que l'on connaît tous et que vous connaissez forcément en France sous son nom de joueur, Fred, tout simplement, idole absolue de Marcelin Chamois. Voilà, fallait que je la place, c'est là. Et on accueille Marcelin Chamois pour nous parler de Fred et faire son hommage. Fred qui a juste fait ses adieux au football professionnel. Ce week-end, c'était même hier, concrètement, c'était face à Ceará. Pour avoir vu le match en direct, franchement, c'était magnifique. Il a vécu, il s'est fait plaisir tout le match. Il a commencé sur le banc. On l'a vu chanter, on l'a vu célébrer avec les supporters et tout. Il y a eu un tifo absolument magnifique. Je vous le montre au coup d'envoi. Alors Fred est sur le bord du terrain et il va y avoir ce fameux tifo avec un Fred qui va surgir de la tribune du Maracana. Vous avez forcément reconnu ce stade. Voilà, Fred va frapper concrètement. C'est ce qui est écrit dans la tribune. Et on va revenir dessus. Il y a un grand merci. Je crois qu'il y avait écrit Obrigado, il me semble, sur la gauche. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il y avait écrit. Et voilà, vous voyez Fred qui surgit. Et justement, j'évoquais Marcelin Chamois. Je pense que cette image-là, il la déteste parce que ça lui rappelle un souvenir, probablement. Ça lui rappelle le souvenir d'un Fla-Flou, 2012.
puisque Fred avait marqué le seul but du match dans ce flaflou. Hein. Voilà, ce fameux tifo en image arrêtée avec ce geste acrobatique. Mon petit doigt me dit que vous allez bientôt le revoir dans quelques instants. Voilà, Fred, on peut donner quelques chiffres. Hein, c'est 420 buts en match officiel. Mais c'est surtout qu'avec 158 buts inscrits en championnat, il est le meilleur buteur du Brasileirão depuis 2003, depuis le format adopté en 2003. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat brésilien, derrière Roberto Dinamite, devant Romario, quand même. Quand même, il a été meilleur buteur du championnat en 2012, en 2014, en 2016. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Copa du Brésil. Qui a été créé en 2005. Il est le troisième meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Copa Libertadores avec 25 buts. Il n'est devancé que par Gabigol et ses 27, qui devrait peut-être aller un peu plus loin, hein. Surtout s'il affronte Tolima tous les jours. Et pour toi, Pierre. Et Luisao, qui est un ancien joueur de Vasco et de Sao Paulo, qui lui est à 29. Fred, c'est 40 sélections, 18 buts. C'est 2 Coupes du Monde disputées. Une Copa América remportée en 2007, une Coupe des Confs remportée en 2013. Il marque les 2 des 3 buts en finale face à l'Espagne, hein, si j'ai bonne mémoire. Il est d'ailleurs co-meilleur buteur de la compétition. Bref, Fred, c'est une machine à but, hein, tout simplement. Pour rappeler un petit peu son parcours quand même à Fred, même si je pense qu'il est quand même assez connu vu qu'il est passé par la France et par Lyon, Fred, il s'est fait connaître avec ça, avec ce but. Voilà, vous allez peut-être pouvoir compter. Ça dure 3 secondes 14. C'est le but le plus rapide de l'histoire de la Copinha. Il jouait à l'époque à l'América Mineiro. Il se fait, du haut de ses... on le reconnaît quand même déjà, Fred. Avec l'América Mineiro, il s'est fait connaître là. C'est surtout à Cruzeiro, autre club de Belo Horizonte, dans lequel il explose pendant 1 saison et demie. Avant, justement, de partir en Europe, dans son seul passage européen, hein, concrètement, à Lyon, où il va décrocher 3 titres de champion, et puis il va rentrer au Brésil. Hein, on pensait d'ailleurs à ce moment-là qu'il allait revenir à Cruzeiro, qui à l'époque, alors ça c'est l'arme numéro 1 de ses détracteurs, j'ai même vu Marcelin, ce vil fourbe, retweeter ça ce week-end. Fred disait être Cruzeirense de cœur. Hein. Finalement, il a signé à Fluminense et c'est là où il va vivre vraiment sa plus belle histoire. Il y passe 8 saisons. Il est 2 fois champion en 2010 et 2012. 2012, c'est vraiment sa meilleure saison avec Fluminense. Il décroche 2 Carioca 2012 et 2022. Il est le 2e meilleur buteur de l'histoire du club. Il a quand même avec 199 buts. Inscrit alors attendez, il faut que je regarde ma fiche. En 375 matchs, vous avez la radiographie de ces 199 buts si vous voulez les apprendre par cœur. Hein. Il n'y a qu'un seul garçon qui fait mieux que lui et personne n'arrivera à le battre. C'est Valdo, hein, qui entre 1954 et 1961 a marqué 319 buts à notre temps, une autre époque. Ouais, 319 buts en 403 matchs, hein, si vous voulez le détail. Et puis donc forcément, après Fluminense, il va faire un petit passage, et c'est un petit peu la critique, il va faire un passage à l'Atlético Mineiro, qui devient alors à l'époque son club de cœur. C'est la fameuse vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux ce week-end. Avant, il y gagne deux championnats, un Campeonato Mineiro de 2017. Il revient à Cruzeiro, il y passe 2 saisons, il regagne 2 championnats Mineiro. Et ensuite, il revient donc là, maintenant, terminer sa carrière avec Fluminense. C'était donc hier son dernier match. Il a été véritablement célébré comme seul, j'ai pas envie de dire comme seul l'Amérique du Sud sait le faire, mais pas loin. C'est saluer ses idoles parce que Fred reste quand même une des dernières légendes, hein, du football local. Vraiment, pour vous montrer un exemple, on a même vu un tweet de Gabigol. Hein, je parlais de Gabigol tout à l'heure. Voilà. Ennemi entre guillemets, hein, du Flamengo qui a salué son départ à la retraite en lui disant que ça a été un plaisir de s'affronter au Maracana, de diviser le Maracana avec toi. Voilà, et que ça a été de grands duels et qui sont uniquement rivaux sur le terrain. Voilà, Fred, c'est donc terminé. C'était vraiment très beau. Je vous invite à aller voir un petit peu partout sur YouTube. Fluminense a passé beaucoup de vidéos sur son compte Twitter. Certaines sont assez émouvantes sur la journée de Fred. C'était son dernier match. Il a pris beaucoup de plaisir. Il y a eu de beaux hommages. Voilà, c'était parfait. Ça valait le coup. Je pense qu'il fallait lui rendre hommage. Je ne sais pas si toi t'en gardes un souvenir du passage français de Fred, Pierre.
Moi, je t'avoue que c'est Lyon, donc pas trop. Mais Bah, oui, oui, non, moi non plus, Lyon, c'est pas l'équipe que je porte le plus dans mon cœur, mais non, non, après il a été, pour le coup à Lyon, il faudrait demander à vraiment des puristes lyonnais, mais je pense ouais, qu'en termes d'attaquants, brésiliens, ils ont eu Elber, notamment pour lui qui était bah, ils ont pas eu Sonny un Anderson vrai surtout, hein, et qui a été le premier. Sonny Anderson, Mais le on n'est pas dans premier, ce mais type d'attaquant-là, hein, Fred. C'est vrai que Fred a pas forcément été l'attaquant le plus spectaculaire ou pas été dans les prototypes d'attaquants qui font entre guillemets rêver côté brésilien. Mais au non, final, non, 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 pas du Fred est tout, d'une mais au efficacité final, incroyable. voilà, efficacité incroyable et c'est pour ça, je parlais d'Elber, je pense qu'on peut dire qu'Elber alors flop, j'aime pas ce mot-là, mais il a peut-être pas répondu à toutes les attentes. Donc autant ils garderont pas, les Lyonnais ne doivent pas garder un souvenir très fort d'Elber, autant Fred, voilà, Fred, ça doit être, ça doit leur parler. C'est pas Juninho, mais je pense qu'ils ont été plutôt satisfaits du parcours de Fred. En Europe, il a fait, voilà, il y a eu, disons qu'il y en a d'autres qui s'en sont nettement moins bien sortis que lui, hein. Et ben Et voilà, pas ben que des Brésiliens on d'ailleurs. demandera justement si vous êtes supporter lyonnais et que vous êtes dans le chat là ou que vous écoutez cette émission en replay, hein, que ce soit sur YouTube, dans les podcasts, n'hésitez pas à nous dire. Vous, supporters lyonnais, ce que vous retenez de Fred. Voilà, on arrive au terme. On va pas vous donner de rendez-vous précis parce que cette semaine, ce week-end, un petit peu partout, ce sont les championnats. Dans la semaine, on a la Copa América féminine qui se poursuit, le championship, la Women's Championship qui se poursuit en Amérique du Nord. Pas de coupe continentale, hein. On l'a évoqué tout à l'heure. Vous avez de la coupe, hein, vous, c'est ça en Colombie? Non, même pas. Vous avez du Non, non, championnat en milieu non, de non, semaine. c'est La coupe, c'est la semaine championnat. prochaine. Donc voilà, Ouais, beaucoup de dans matchs de 15 jours championnat. même. Ouais. Voilà, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux pour voir. On verra si on s'organise un live asiatique samedi matin, parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a du multiplex et tout. Il faut que je vois avec Baptiste. Cette semaine, en milieu de semaine, ça va être compliqué d'organiser des matchs, parce que les matchs intéressants sont à 4h du matin, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, je pense, Ouais. d'organiser quoi que ce soit. Voilà, suivez-nous, surveillez les Discord, les Twitter, pour voir si on annonce des lives. Et généralement, ça s'improvise un petit peu au dernier moment. Il me reste à te remercier, Pierre, d'avoir été avec moi pendant ces 2 heures. 2 heures, on est pas mal. Ouais, on Merci. est pas mal, merci. Merci à toi, hein, merci à vous surtout. Ouais, exactement. Merci à vous tous qui étaient présents dans le chat. On espère que cet entretien avec Bastien Rodriguez vous aura plu. Merci à tous ceux qui vont réécouter cette émission sur les différentes plateformes, que ça soit YouTube, que ça soit les autres plateformes de podcast, toutes sauf une. Vous savez laquelle, hein, je le dis tout le temps sur Twitter, la bise à 10h. Et voilà, on vous donne rendez-vous lundi prochain. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes, que ça soit Twitch, YouTube et les autres plateformes. Et on vous donne donc rendez-vous, s'il n'y a pas de live d'ici là, lundi prochain, même heure, même endroit. Salut tout le monde et bonne semaine à tous.